Ce qui m'impressionne chez lui, c'est qu'il va chercher très, très loin, souvent très haut, l'image qu'il va attendre et puis prendre. Il est impressionnant pour ça, c'est toujours fort et ça a toujours du sens. Stanley, c'est un poète qui se promène entre une perfection technique, il m'impressionne, et un accident possible qui peut faire aussi son image. Et qui peut faire aussi toute la différence il joue beaucoup de ça, mais il est très, 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 très précis, Stanley. La beauté de ses images, ce sont ces paysages transformés en matière-lumière, en tableaux totalement improbables et c'est éblouissant. Il est puissant et perfectionniste, aussi bien en Antarctique, où il photographie une nature qui est totalement envoûtante et qui lui répond et ils savent se reconnaître, la nature et lui, ils se répondent en fait, en quelque sorte. Ou alors en Amérique du Sud, son exposition Rêverie est une véritable balade initiatique, et écologique. Puis moi, ce qui m'avait beaucoup, beaucoup plu dans ce livre, Rêverie, c'est qu'il l'avait accompagné d'un carnet de voyage totalement inspirant et c'est à travers ce carnet de voyage, je trouve, qu'on se rend compte du niveau d'exigence et de volonté de Stanley. Exigence physique, enfin tout, en fin de compte. C'est un espèce de mélange de perfectionnisme et ça m'impressionne beaucoup. Stanley, en fait, pour moi, c'est un peu comme le Petit Prince. Il a cette espèce de fraîcheur dans sa manière différente d'aborder les projets, tout en étant, absolument pointu et professionnel et perfectionniste. Vous venez d'écouter un témoignage de la photographe Anne de Vandière à propos de l'œuvre de notre invité, le photographe Stanley Leroux. Nous sommes le jeudi 10 avril 2025 et vous écoutez le 6e épisode de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde fois au coin du feu à l'occasion de cette saison 10 du podcast. Nous avons le plaisir de recevoir le photographe Stanley Leroux avec qui nous allons parler de son parcours, de son travail singulier et enfin de la manière dont il le présente au public au travers de livres et d'expositions. Cette émission vous est présentée cette semaine par Panajou, la maison de la photographie. Eh ben c'est parti, 6e épisode de cette 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu, Benjamin, ce matin? Salut Arthur, ça va super bien. Moi, je me réjouis de notre discussion avec Stanley. On va pouvoir s'évader un peu après avoir parlé beaucoup de matériel ces derniers temps. Et puis avant notre petite pause printanière, et je trouve que Anne de Vandière en introduction a parfaitement planté le décor et nous a mis un petit peu dans le bain avec cette très belle description du travail de Stanley qu'elle voit un peu comme un petit prince. Qu'est-ce que t'en penses, Stanley? Salut. Salut Benjamin, salut Arthur. Écoutez, je suis extrêmement ému du témoignage que je viens d'entendre d'Anne, qui est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi en tant que photographe et aussi en tant que personne. C'est toujours frappant de voir comme quelqu'un d'extérieur à son environnement, des fois, souvent, a la faculté de mieux décrire son propre travail que soi-même. Et je suis impressionné par tout ce qu'elle a pu voir et tout ce qu'elle a pu déceler. Donc, Petit Prince, écoutez, c'est pas mal, je prends. En tout cas, sois le bienvenu, Stanley, et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Si tu le veux bien, tradition oblige, je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Stanley, cela fait maintenant une dizaine d'années que tes projets personnels, que tu réalises sur un temps long, avec une approche à la fois poétique et documentaire, te mènent vers différents horizons lointains. Dans les mers du Sud, aux îles Malouines, sur les sommets de la cordillère des Andes ou encore en Antarctique sur invitation du navire de la Royal Canadian Geographical Society. Mais tu travailles aussi dans des contrées plus proches de chez nous, comme par exemple à Venise, où tu as documenté en images les conséquences positives d'une baisse de la pollution lumineuse nocturne, aussi bien pour l'homme que la biodiversité.
Tu es l'auteur de 3 ouvrages, 50e Hurlant Rêverie et Laguna Oscura. Tes photographies voyagent aussi à travers le monde, au Muséum d'histoire naturelle de Londres, au Carrousel du Louvre, au Japon, en Australie. Tu exposes régulièrement en France, tu participes à des résidences d'artistes en milieu scolaire, à des actions de sensibilisation et tu animes des ateliers artistiques et crées des supports éducatifs. Tu as été nominé au concours du Wildlife Photographer of the Year en 2014. Tu as remporté le Zoom du prix du public du Salon de la photo en 2016. Tu as obtenu la médaille d'or de la photographie de la Société nationale des beaux-arts Carrousel du Louvre en 2017. Tu as remporté la médaille d'or de la photographie du jury invité au Salon des beaux-arts la même année. Tes projets Rêverie et Laguna Oscura ont été placés sous le patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO, respectivement en 2019 et 2023, et nous y reviendrons plus en détail au cours de notre discussion. Enfin, 2 œuvres de Laguna Oscura sont entrées dans 2 collections publiques françaises en 2024. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, mon cher Stanley ? C'était parfait. Et pourtant, on n'a pas tout mis. Hein. C'est pas exhaustif. Mais bon, déjà, une carrière bien remplie pour ton jeune âge. Bah, on s'occupe. C'est un métier passionnant et qui prend un peu de temps. Bon, on va parler de tout ça de toute façon, évidemment, au cours de cette émission. Mais avant cela, on commence, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Viltrox dévoile un nouveau 50 mm f2 en gamme R. Le festival Circulation ouvre ses portes à Paris. Il est possible de tenter votre chance aux différents concours du Chamonix Photo Festival. Et enfin, Fox nous présente son coup de cœur de la semaine. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le constructeur d'optique chinois Viltrox continue de développer sa gamme d'optiques autofocus série R avec un nouveau 50 mm f2 capable de couvrir le format 24-36 mm et décliné en monture Sony E et Nikon Z. L'objectif, ultra compact avec 5,6 cm de long et léger, avec à peine plus de 200 grammes sur la balance, s'appuie sur une formule optique composée de 13 lentilles réparties en 9 groupes avec un élément asphérique, 3 verres à faible dispersion et 4 verres à haut indice de réfraction ainsi qu'un traitement nano multicouche qui réduit le flair et les images fantômes. On retrouve un diaphragme à 9 lamelles, une motorisation autofocus STM, une distance minimale de mise au point d'environ 50 cm et une prise USB-C dans la baïonnette pour les éventuelles mises à jour de firmware. Le nouveau Viltrox AF 50 mm f2R est proposé au prix de 210 €. La 15e édition de Circulation, le festival de la jeune photographie européenne, porté par le collectif FetArt, vient d'ouvrir ses portes au 104 dans le 19e arrondissement de Paris. Sur près de 2000 mètres carrés d'exposition, le festival met à l'honneur le travail de 23 artistes photographes émergents venus de toute l'Europe et même au-delà, qui, face à la réalité des régimes nationalistes qui ne cachent plus leurs intentions, questionnent le lien entre population et territoire qui fait écho aux transitions auxquelles nous devons faire face, autant à titre individuel que sociétal. Parallèlement au parcours d'exposition Circulation, c'est aussi un workshop conçu pour vous accompagner dans la finalisation et le perfectionnement d'un sujet photographique existant ou encore le fameux studio photo qui, tous les week-ends, vous permet de vous faire tirer le portrait par des artistes aux univers éclectiques dans des conditions de prise de vue professionnelle. Circulation, c'est jusqu'au 1er juin 2025 au 104 Paris, au 5 rue Curial dans le 19e arrondissement. Les expositions sont accessibles gratuitement. Le Chamonix Photo Festival lance ses concours et appelle à candidature pour l'édition 2025 qui se déroulera du 31 octobre au 2 novembre prochain. Jusqu'à la fin du mois, vous pouvez participer au concours photo ouvert à tous dans différentes catégories. Paysage du monde, macro et proxy photographie, vie animale du monde, homme et la nature et enfin l'eau.
Si vous êtes un jeune photographe de moins de 30 ans, vous pouvez aussi tenter votre chance au tremplin et envoyer une dizaine de photos constituant une exposition cohérente. Enfin, et pour terminer, vous pouvez répondre à l'appel à candidature pour venir exposer au festival. La seule règle, proposer une série cohérente et de qualité d'une quinzaine de photos en lien avec la nature, des paysages, la faune, la flore. Une vingtaine de photographes seront sélectionnés et le logement ainsi qu'une partie des frais de transport seront pris en charge. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du festival, chamonixphotofestival.com. Et pour terminer, on vous propose le coup de cœur Fox. Et cette semaine, Baptiste Soto nous parle d'un compact expert Canon, le G7X Mark III. Nous voulions vous parler aujourd'hui du produit qui est, à nos yeux, le meilleur produit photo à moins de 1 000 €. Et même s'il a quelques années derrière lui, le Canon PowerShot G7X Mark III reste la meilleure solution pour faire de la belle photo à moins de 1 000 €. Alors, ça peut sembler un peu surprenant de faire des chroniques sur des produits qui ont plusieurs années, mais on s'est rendu compte aujourd'hui, à l'heure actuelle, que même si c'est un produit qui est daté, c'est celui qui fait le job à merveille quand on est à moins de 1 000 € pour faire de la photo. Pourquoi? Parce que tous les produits qui sont sortis avec une optique intégrée et qui sont sortis dans ces gammes de produits, depuis, sont sortis orientés pour de la création de contenu vidéo, que ce soit chez Canon ou chez Sony, qui sont les deux principales marques. Tous les produits sont ultra orientés vidéo. Et quand on veut faire de la photo, aujourd'hui, le G7X, c'est le meilleur. Pourquoi? Notamment parce qu'il intègre une optique qui est superbe, qui est un 24-100 mm qui ouvre de 1.8 à 2.8. Donc, on a une vraie très belle optique avec un zoom équivalent 4 fois et qui couvre le gros des besoins qu'on peut avoir au quotidien. Donc, par exemple, en second boîtier ou en boîtier principal. C'est le seul qui soit équipé d'un flash, ce qui n'est plus le cas des autres, mais si on essaie de ne pas s'en servir, c'est très pratique d'en avoir un. Aujourd'hui, il a une rafale qui est superbe. C'est un produit très léger. C'est un produit qui est agréable, qui est joli. Et alors, je dis que c'est le meilleur en photo, c'est pas pour autant qu'il est en reste en vidéo, puisqu'il peut permettre de faire du vlogging, webcam, il fait de la 4K, du slow motion à 120 images secondes, il a même un grip dédié pour faire du vlogging et en une entrée micro, donc c'est vraiment quelque chose de bien, mais ça reste aujourd'hui le meilleur produit en photo grâce à son optique, à sa bague de mise au point, l'intégration des fils d'MD. Et le petit plus, c'est que ça reste un produit aussi pour les amateurs de plongée qui bénéficient de caissons étanches. Donc ça, c'est le petit bonus. Mais c'est quand même une ironie de voir qu'aujourd'hui, le meilleur produit en photo, à moins de 1 000 € en optique fixe, c'est un produit qui a quelques années, mais je vous le conseille. Voilà pour l'actualité cette semaine. Stanley, tu es photographe, tu es jeune, tu es européen et tu fais des images de nature. Donc finalement, tu coches les cases aussi bien de circulation que du Chamonix Photo Festival. C'est vrai. Tu les connais un peu ces deux événements? Alors le second de réputation et le premier circulation, oui, j'y suis déjà allé en tant que visiteur il y a quelques années et c'est un bel endroit, en plein cœur de Paris 104, c'est stylé, hein. voilà, pour voir de la photo, contemporaine et avec un regard assez neuf donc oui, il faut y aller. Bon. Alors, si je vous dis Songro, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Rien du tout. Moi non plus. Eh bien, figurez-vous que c'est une nouvelle marque d'optique chinoise, à l'instar de Sirui, Viltrox, Seven Artisan, TT Artisan, Yongnuo, etc., etc., etc. Et que cette marque vient de présenter sa première optique au NAB à Las Vegas, là, il y a quelques jours. Et il s'agit d'un 50 mm avec une ouverture maximale de 1.2 autofocus qui va être décliné en monture Sony E Nikon Z et en L-mount qui couvre donc le format 24-36. Et accrochez-vous pour un prix estimé entre 950 et 1100 $. Bon, voilà. La Chine arrive sur les bokeh masters. Ah, c'est sympathique, c'est alléchant. Et puis AF dans le nom du produit, c'est Oui, ça? Il y a de l'autofocus. Ouais, Ah oui, autofocus, c'est intéressant. autofocus. Toi, ça peut t'intéresser des ouvertures comme ça dans ton travail? Tu utilises quoi comme matériel?
Alors, je peux utiliser des très grandes ouvertures, mais je vais avoir besoin dans ces cas-là d'avoir également des focales extrêmement larges, ce qui est pas le cas ici. Donc ça, c'est un objectif qui a priori va pas terminer dans mon sac photo, qui n'en contient déjà pas beaucoup d'objectifs. En ce moment, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à fonctionner avec un ultra grand angle, un 14-35 millimètres de Canon, la version RF, et un zoom qui est un 100-500 millimètres, toujours le RF de chez Canon à l'heure actuelle. Il peut m'arriver d'avoir des objectifs un peu plus ésotériques selon les besoins, notamment quelques objectifs à mise au point manuel et qui font des résultats totalement imparfaits et qui peuvent me plaire beaucoup. Mhm. Qui ont du Euh, cachet, quoi. voilà, disons qui vont s'éloigner de la presque perfection chirurgicale qu'on a atteint aujourd'hui avec le matériel moderne et qui est super utile, qui est indispensable à certaines de mes photos et qui par ailleurs, je vais avoir besoin de rechercher à m'en éloigner pour d'autres photos, des fois de la même série, afin en effet d'avoir un discours un peu plus poétique par moment. Transition parfaite pour la mise à jour opérée par Nikon sur le ZF, avec Certes. notamment une amélioration, si on comprend bien, de la mise en œuvre de la mise au point manuelle avec d'anciennes optiques sur ce boîtier qui joue déjà la carte vintage via la bague FTZ. Et puis il y a d'autres choses au menu. Oui, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la compatibilité du boîtier avec le Nikon Imaging Cloud et a priori une nouvelle version des algorithmes autofocus pour la détection et le suivi des sujets type oiseau. Bon, voilà. Utilisateur de ZF, vous pouvez passer au firmware V2.0. Benjamin, d'autres actualités à nous mentionner cette semaine? Une triste actualité pour finir, puisqu'on a appris que le photographe américain Jim Brandenburg nous a quittés le 4 avril. Il était principalement connu pour ses contributions National Geographic. Il y a Mhm. travaillé pendant plus de 20 ans. Originaire du Minnesota, il passait le plus clair de son temps dans la nature, à l'affût des loups. Il leur a consacré plusieurs livres et documentaires. Il a aussi œuvré pour la protection de la nature via la Brandenburg Prairie Foundation. Et Vincent Millet le cite souvent comme l'un des photographes qui l'ont inspiré. Ok. Jim Brandenburg avait été exposé plusieurs fois à Montier-en-Der. La dernière fois, c'était en 2022, dans la Halle au Blé, aux côtés de Steve McCurry, avec des images de la faune sauvage qui évolue chez lui. Dans le Minnesota, ça fait encore écho à Vincent Millet, qui désormais passe aussi beaucoup de temps dans ces forêts vosgiennes. Entendu. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Benjamin, je reste avec toi puisque c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, la fameuse story. Cette semaine, tu évoques la célébration à venir du bicentenaire de la photographie avec un appel à projet labellisé initié par le ministère de la Culture. La story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Le point de vue du grain, réalisé entre 1826 et 1827 par Nicéphore Niepce, est considéré comme la première photographie de l'histoire. La première image fixée de manière pérenne sur une surface photosensible. Inventeur de l'héliographie, procédé antérieur au daguerréotype qui signifie écrire avec le soleil, Niepce s'est lui-même emparé d'un outil vieux comme l'Antiquité pour aboutir à ce qu'il appelle non pas une prise de vue, mais un point de vue, une caméra obscura. Dès le IVe siècle avant notre ère, le philosophe grec Aristote observe une éclipse solaire sur le mur d'une pièce obscure, où les rayons du soleil filtrant à travers un petit trou dans le mur opposé dessinent une image inversée du phénomène astronomique. Bien plus tard, au Moyen-Âge vers le Xe siècle, le mathématicien irakien Hassan ibn al-Haytham, considéré comme le père de l'optique moderne, rédige d'importants travaux sur la lumière, dont une description assez précise du fonctionnement d'une chambre noire. Au XVe siècle, Léonard de Vinci, plus à une invention près, se penche sur le concept et l'associe à ses peintures et dessins. Il le définit en ces termes, rapportés dans un article du musée suisse de l'appareil photographique situé à Vevey. Lorsque des images d'objets illuminés pénètrent par un petit orifice dans une chambre très obscure, captez-les sur une feuille de papier blanc, ils auront diminué de grandeur et ils se présenteront dans une position inversée à cause de l'intersection des rayons
lumineux. Le principe du sténopé perdure, le petit trou étant progressivement remplacé par une lentille, jusqu'à ce fameux point de vue du gras, immortalisé sur une plaque d'étain enduite de bitume de Judée, logée dans la caméra obscura de Niepce. À l'approche du bicentenaire de cette œuvre, le département de la photographie, qui officie au sein du ministère de la Culture, entend rendre hommage et faire connaître plus largement les métiers de la photographie et de la culture en 2026 et 2027. Pour cela, un appel à projet est lancé. Le but, montrer différentes manières de s'approprier ce médium, mais aussi éduquer les plus jeunes à l'image, à partir de créations originales, de dispositifs ou actions pouvant être reconduits pendant la période de célébration du bicentenaire, comme des expositions, des résidences, des projets d'édition ou encore de la médiation culturelle. Une belle opportunité de revenir sur les différentes mues opérées par la photographie depuis les premiers succès héliographiques de Niepce jusqu'à la place grandissante prise par l'IA dans nos chambres noires numériques. Dis donc, je vais t'appeler Père Castor, mon cher Benjamin. Il y a une date limite pour participer à cet appel à projet. Oui, une date limite jusqu'au 1er juin 2025 pour déposer une candidature. Je prends Père Castor avec plaisir. J'aime bien me pencher un petit peu sur l'histoire et essayer de prendre un petit peu de recul parfois par rapport à nos usages. On parle beaucoup ici de pixels et d'intelligence artificielle. C'est marrant de se replonger un petit peu à l'époque d'Aristote et de ses écrits. En l'occurrence, cet appel à projet est accompagné d'un manifeste rédigé par un comité scientifique qui va du coup déterminer et labelliser ces projets. Ce comité est présidé par l'historienne de l'art Dominique de Fonréau et il a été publié en novembre dernier. Tout cela est accessible en ligne, ainsi que toutes les conditions de participation. Je pense que tout le monde peut y participer, que ce soit des entreprises, des acteurs privés, des associations. Et le projet a l'air d'une grande envergure. Il y aura une carte interactive qui va répertorier tous les projets qui auront été labellisés et donc quelque part validés par le ministère. Ça a l'air d'être quelque chose d'une grande ampleur. On pourrait se poser la question, pourquoi fêter le bicentenaire en 2026-2027 alors que le Quai de la Photo a consacré une exposition en septembre dernier C'est pas au bicentenaire très clair, aussi. les histoires de date là-dessus. Hein. C'est pas très clair parce que dès 1824, en fait, Niepce procédait déjà à des essais, puis il y a beaucoup comment dire, il y a une grosse correspondance entre lui et son frère qui a été révélée, qui existe, dans laquelle il explique qu'il parvenait déjà à obtenir des images après de longs temps de pause qui duraient pendant plusieurs jours. Il obtenait des images, mais la première vraiment fixée de manière pérenne qu'on peut voir encore à Austin, au Texas, aux États-Unis, ce fameux point de vue du gras, aurait été réalisé pour le coup plutôt entre 1826 et 1827. Donc certains considèrent que dès 1824, il y avait des premières images fixées sur des plaques de verre, enfin des plaques d'étain en l'occurrence. C'est là qu'il y a une petite zone encore un petit peu floue. Le ministère de la Culture, en tout cas, a retenu 1826-1827. Bon. On pourrait l'année prochaine, Benjamin, se prévoir une petite émission spéciale ou peut-être même une mini-série autour de l'histoire de la photographie et pourquoi pas se faire labelliser par le ministère de la Culture. On peut candidater. Toi, Stanley, tu as prévu quelque chose pour cet anniversaire historique? Bah non, mais comme vous dites que finalement, on ne sait pas trop l'année précise, je me dis que j'ai le temps de me préparer. Il y aura peut-être un autre anniversaire l'année c'est l'année prochaine. prochaine, ça va arriver vite quand même. Hein. Bon, en tout cas, il y a une première date pour candidater qui est le 1er juin. J'ai vu qu'il y avait un deuxième appel à projet qui pourrait suivre dans la foulée. Donc, allez vous renseigner sur le site du ministère de la Culture. Allez, merci Benjamin pour cette story. On fait une courte pause, une toute petite respiration et on revient dans quelques secondes après une courte publicité.
Passionnés de photos et de vidéos, faites confiance à Camara, la première coopérative de magasins spécialistes photos et vidéos en France. Camara, ce sont 90 magasins indépendants représentant les plus grandes marques du marché. Animés par des passionnés et des experts techniques, vous aurez accès à des conseils ultra personnalisés, des démonstrations de produits, des prêts de matériel façon touch and try, des coachings photos et la promesse d'un service après-vente fiable et professionnel. Camara, c'est aussi un vaste choix de matériel d'occasion dans nos magasins et la possibilité de bénéficier de reprises sur votre ancien équipement. En prime, toute l'année, Camara vous offre la 3e année de garantie sur l'achat de matériel neuf en boîtier et optique hybride. Partagez et vivez votre passion auprès de spécialistes reconnus. Venez en magasin ou retrouvez-nous sur www.camara.net. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Stanley Leroux pour cette discussion au coin du feu. Alors, en 2016, tu as été le lauréat du prix Zoom du public au Salon de la photo. Le directeur artistique de l'événement, Simon Edwards, s'en souvient et il n'a cessé depuis de suivre ton travail. Il nous parle ainsi de tes 3 ouvrages, 50e Hurlant, Rêverie et Caméra Obscura. Stanley Leroux a gagné le prix du public des Zooms du Salon de la photo en 2016, donc je l'ai rencontré à ce moment-là avec sa série Furious 50s. C'était un travail effectué dans les pays subantarctiques d'une pureté et d'une sensibilité dans la composition qui représente pour moi une invitation à entrer dans les paysages comme dans un rêve et où il s'agit presque d'une autre planète, une planète en danger que Stanley souhaite protéger et où il retourne sans cesse pour voir l'évolution. Je trouve que cette quête du rêve se poursuit dans le paysage, encore plus souligné dans son projet Rêverie qui vient après. Et là, il interprète son ressenti personnel plutôt que de simplement photographier un paysage, toujours dans les pays reculés de l'Amérique latine. Pour moi, c'est un travail qui va le plus dans l'abstraction du photographe, mais qui souligne parfois l'effet de l'industrialisation sur ces paysages. C'est un travail sur la couleur et les sentiments personnels et une vision parfois nocturne, tragique, qui amène le lecteur loin de la réalité. Un dernier travail que Stanley a effectué, que j'ai vu dans son livre, est Laguna Oscura, un travail qu'il a fait à Venise pendant la pandémie. Déjà, je pense qu'il a eu la possibilité de se déambuler dans la ville la nuit où il y avait personne. Là, on prend le temps de vivre dans un monde, certes, où il y a la lumière, mais qui ne cache pas celle du firmament. On voit le ciel enfin avec les étoiles que on ne voit pas d'habitude quand il y a les personnes autour. Le ciel est obscurci par les activités de la vie humaine. Et il se trouve que pour moi, c'est un premier pas de Stanley vers un monde des hommes, mais dans lequel il passe comme, presque comme dans un rêve où il n'y a plus personne et la nature prend le dessus. Cela donne des images oniriques de la faune de cette baie et l'architecture de cette ville si souvent remplie de touristes qui viennent voir ce qui est en quelque sorte un grand décor de théâtre, mais qui sont en l'occurrence parfaitement absents. Je souligne les 5 images des aurores qui sont prises du même point de vue, qui sont tout simplement spectaculaires. C'est un travail que j'ai beaucoup apprécié. Je suis le travail de Stanley Leroux depuis 2016. On se contacte assez souvent et donc je souhaite que son travail puisse être vu et apprécié par le plus de personnes possible. Une réaction peut-être? Bah, de nouveau, c'est assez c'est frappant. Alors déjà, ça fait plaisir d'entendre Simon à votre antenne. Et ouais, c'est frappant de voir comment nous, le photographe, finalement, on nous demande toute l'année de parler de notre travail. Et je réalise en écoutant Anne et ensuite en écoutant Simon qu'on n'est pas forcément toujours les mieux placés et qu'avoir un petit peu de recul est extrêmement bénéfique. Simon il a évalué finalement la caractéristique propre de chacun de ces 3 projets, mais également il a réussi à faire le lien entre chacune de ces démarches. Et
voilà, ça m'apporte, ça m'apporte beaucoup de choses de pouvoir entendre, bah, ses amis parler de ces projets-là de cette façon. Le le prix du public là en 2016, ça a été un turning point, dans ta carrière comme on dit? Oui, alors en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées un petit peu en même temps. Il y a eu la nomination au Wildlife Photographer of the Year, Mmh. en effet, le Zoom du salon de la photo, les 2 médailles d'or l'année suivante, au Carrousel du Louvre, lors du salon des beaux-arts. Et donc, c'est vrai que oui, tout ça, c'est difficile d'attribuer à un événement précis, Ouais. la suite d'une carrière, mais en tout cas, tout ça a beaucoup, a eu un impact fort sur la suite de ce qui a pu se passer et sur ma construction en tant que photographe. Simon fait le trait d'union entre tes 3 ouvrages qui sont autant de séries. Toi, comment tu décrirais ton travail? C'est des choses pas faciles. On parle d'œuvres picturales. On a entendu Anne aussi au tout début, essayer de décrire un petit peu, ton œuvre. Comment tu la présenterais? Surtout à l'audio quand on ne la voit pas? Alors c'est vrai que je pense qu'il va y avoir une notion où je vais chercher, je dis pas que c'est la finalité, mais je vais chercher à me rapprocher d'un aspect pictural, et d'aller transcender la réalité dans le sens où elle va me servir comme d'une matière, plus que simplement documenter le paysage. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je pense qu'on peut constater que chacun de ces projets a sa patte qui lui est propre et par exemple, le dernier en date, Laguna Oscura, a une vision plus documentaire et c'est totalement assumé. Là où Rêverie, vraiment il y avait un travail sur l'abstraction et sur un côté, presque plastique et esthétique de l'œuvre, qui était prédominant. Donc je pense que chaque projet finalement a oui, a une âme qui lui est propre. Moi je fais souvent référence au cinéma. Si j'étais réalisateur, je ferais partie de ces metteurs en scène qui à chaque film vont s'atteler à un genre Comme cinématographique Kubrick, quoi. différent. Voilà, ou comme Scorsese ou comme Mmh. James Gray pour des auteurs qui me sont plus proches. Et là où d'autres photographes, et c'est tout aussi légitime, vont finalement chercher à faire entre guillemets «la même photo toute leur vie», peut-être à la parfaire, peut-être à la transcender et et donc c'est une recherche de profondeur, mais qui va pas avoir le même objectif que le mien. Alors tu dis que tu es en quête d'un rendu, pictural, pourquoi tu as pas fait de la peinture finalement? Et pourquoi tu as choisi la photographie? Parce que je suis très mauvais avec des pinceaux. Mais c'est une bonne question, ouais. Et en fait, c'est 2 approches totalement différentes. Heu, c'est la peinture va demander finalement une abnégation énorme, devant son canevas pour, voilà, on a cette page blanche qu'ensuite on va devoir remplir et on va se servir beaucoup de ses mains. On a besoin d'une dextérité, d'une précision avec les mains qui est moins nécessaire en photographie, qui finalement est un art, bah, c'est assez intéressant de voir que la dimension technique qu'il peut avoir, tout en le cumulant avec une dimension artistique et donc c'est un média qui me correspond plus et où finalement la majeure partie du travail est effectuée en amont du moment où on appuie sur l'obturateur Mmh. et donc oui, c'est quelque chose qui va mieux me correspondre. Maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à voir ce viseur ou cet écran arrière d'appareil photo. Maintenant qu'on travaille, en numérique, je me sers beaucoup de l'écran arrière. Je le vois vraiment comme une page blanche, à partir de laquelle je vais essayer de composer quelque chose. Donc cette notion de canevas, elle est présente en moi, en tout cas, lorsque je suis derrière l'appareil. Mmh. Alors, tu te rends régulièrement dans les Falklands, les îles Malouines, situées à environ 950 kilomètres de l'Antarctique. Tu accompagnes des photographes et c'est là que tu as réalisé ton premier livre, 50e Hurlant, qui devenu culte sur place, comme nous l'explique un de ses habitants que tu connais bien,
Mike Rendell, propriétaire d'une île et entrepreneur. My name is Mike Rendell, and Je m'appelle myself Mike and my Rendell. family operate a Ma tourist famille et lodge moi-même here possédons un on lodge Bleecker de Island tourisme in the sur Falkland l'île de Islands, right Bleecker down dans in the les îles South Falkland Atlantic. dans l'Atlantique du Sud. It is a popular destination, not just Bleecker Island, but the Falkland Islands as a whole, mainly for its wildlife. C'est une And many destination people come here populaire, non to seulement photograph sur l'île de penguins Bleecker, mais in sur toutes particular, les îles de but Falkland, there is surtout a pour voir wide des animaux. range of Beaucoup de wildlife that gens people viennent do ici look pour at here. photographier des manchots, mais il y a beaucoup d'autres sortes d'espèces. Um, Our business has built up over the last 20 years, particularly as more and more people have found out about the Falklands. We're still fairly well forgotten by a lot of people, or not known by a lot of people, but Notre entreprise a évolué au cours des once 20 people get dernières here années, or find car de out plus en about the plus de gens Falklands, se then sont they intéressés aux come, and then they Falklands. wonder why they Elles haven't ont come été before. oubliées par beaucoup de gens, ou peut-être même pas connues. Mais quand les gens arrivent ici, ils se demandent pourquoi ils ne sont pas venus plus tôt. One of those early visitors was Stanley. And Stanley has been coming with groups, bringing groups, for the last 10 years or so, L'un des premiers and visiteurs était has been a Stanley. regular Stanley est venu visitor avec des groupes au and cours des 10 dernières has années brought et a a été number un of visiteur French régulier. Il a photographers. accompagné beaucoup de photographes français. And I must say, I am particularly impressed by French photographers because they seem to have a different aspect to many other groups that we have. We have a lot of Americans Je dois in dire que je suis particular, but we particulièrement have a lot of impressionné par European les groups photographes too. français, And car the ils semblent French avoir une sort of approche stand out as différente des being groupes que nous recevons. Nous quite avons different. beaucoup d'Américains, beaucoup d'Européens aussi, et les Français semblent être un peu plus différents. Stanley, in particular, has a magical way of recording Stanley, en the particulier, vistas a une of manière the magique Falklands, d'enregistrer les paysages de l'île de and Falkland. they are Et quite les images abstract in a sont assez way. abstraites d'une certaine manière. You know, some people want to take a photograph of a penguin, and it has to be really detailed and close up, and you can see everything on the penguin. But Stanley Certaines does personnes it in a veulent much more prendre une abstract photo way. d'un So there might manchot be et one souhaitent very avoir un small cliché très blob in the détaillé bottom en allant au left-hand plus corner près. of a Mais very Stanley big le fait vista, d'une manière a plus big abstraite. beach Le with manchot mist and apparaît en tout spray, petit, dans le and coin just a gauche little d'une blob photo, in the mettant en corner, which scène is the une grande penguin. plage To couverte de me, that brume. is a really Pour good moi, photograph, c'est une très bonne and Stanley photo, does it et so Stanley well. le réalise tellement bien. Vous avez réussi à aller chercher des témoignages très très loin sur la planète, c'est impressionnant. Il y a un petit décalage horaire, mais merci à Mike d'avoir accepté de nous répondre. Ouais, alors c'est vrai que c'est les Falklands et particulièrement l'île de Bleecker où habite Mike font partie de mon parcours et notamment du début de mon parcours. J'ai fait de la photographie avant, mais je pense que c'est certainement à cet endroit de la planète que j'ai compris ce que je recherchais. Initialement, j'étais venu aux îles Falkland. Je n'étais pas quand même le premier photographe à être allé là-bas. Ça avait déjà été documenté, notamment par un photographe anglais qui s'appelle Andy Roos, et dont j'avais beaucoup apprécié le travail. Et j'étais venu avec toutes ces images en tête, et j'avais qu'une hâte, c'était de faire les miennes, mais toujours avec son travail en tête. Et une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai vu une réalité qui m'a interpellé, qui n'était pas celle à laquelle je m'attendais, notamment par ces éléments qui sont absolument furieux, ce vent qui est dingue, pas tant par sa puissance, par exemple, on peut avoir des vents plus puissants en Islande ou en Antarctique, mais par le fait qu'il ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Alors, j'allais dire que je suis quelqu'un qui aime pas énormément le vent, mais en fait, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment Je crois pas. vraiment ces conditions-là. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne voit pas
sur les photos, notamment parce que on peut souvent avoir du beau temps là-bas, notamment parce qu'on s'y rend pendant l'été austral. Alors pour la bonne et simple raison que les manchots sont présents sur les terres australes uniquement pendant l'été pour se reproduire. Oui, là, on entend pingouin dans l'intervention de Mike en anglais, mais la traduction française serait plus manchot dans cette partie du monde, c'est ça? Voilà, alors faut bien préciser que penguin en anglais, c'est manchot en français et que le pingouin est un animal qui existe également dans la langue française, mais que c'est un petit oiseau qui va plutôt résider sur les côtes, notamment de Bretagne, et qui n'a rien à voir avec l'animal que l'on connaît et que l'on voit régulièrement dans les médias et qui se prénomme manchot en français. Il y a peut-être eu une erreur de trad il y a quelques siècles qui a perduré. Et donc c'est vrai que je en fait, je me suis retrouvé face à une interrogation qui était: «Mais comment représenter quelque chose qu'on ne voit pas? Comment représenter ces éléments?» Et donc finalement, ça a totalement dévié l'axe que je voulais donner à cette série photographique. À l'époque, je peux même pas parler de projet parce qu'à l'époque, enfin moi j'étais là-bas en vacances et j'avais pas du tout prévu d'en faire ne serait-ce que mon métier. La c'est en fait, la suite m'a rattrapé un petit peu plus vite que prévu. Mais donc c'est vrai que c'est vraiment ça que je vais chercher à exprimer dans ce travail-là. C'est l'animal dans son élément, parmi les éléments. Et donc il est vrai dans ce que dit Mike que je vais avoir tendance à placer l'animal vraiment très petit dans le cadre. Alors qu'initialement, j'étais allé aux îles Falkland parce que, en fait, c'est génial. Là-bas, c'est un peu le do it yourself de la photo animalière, et notamment de la photo de manchot, où il y a tellement peu de touristes qu'on vous fait une énorme confiance et on vous demande juste de pas approcher l'animal à moins de 5 mètres. Alors, ce qui est compliqué, parce que des fois, c'est lui qui vient vers vous parce qu'il est curieux. Et donc, au final, c'est très facile d'avoir des très gros plans. Et c'était mon objectif initial. Et finalement, je me suis rendu compte que, bah, je gagnais à me reculer, à faire un pas de côté ou un pas en arrière et à mieux montrer l'environnement comme une grande fresque, en fait. Mmh. Comment ça se passe les séjours que tu organises, sur place? Alors d'ailleurs, il faut préciser que toutes les photos qu'on connaît de moi aux îles Falkland, qui ont fait l'objet du livre et ensuite de l'exposition qui a voyagé un peu partout dans le monde, toutes ces photos-là ont été réalisées en amont du premier voyage que j'ai Mmh. accompagné. C'est quelque chose d'important parce que c'était un travail pour lequel j'avais besoin vraiment d'une liberté absolue et de pouvoir, gérer mon propre emploi du temps sur place. Et une fois que j'ai eu publié le livre, c'est vrai que j'avais beaucoup de demandes de personnes pour que je les accompagne et que je leur montre, que je leur fasse partager, ma passion et ma connaissance de cet univers-là. Donc comment ça se passe? Ce sont vraiment des très petits groupes, c'est quelque chose auquel je tiens. C'est-à-dire que souvent en voyage accompagné de photographies, on va être plutôt aux alentours d'une dizaine, petite dizaine de personnes. Là, les derniers voyages que j'ai faits, j'avais 4 personnes avec moi et faut imaginer qu'on est sur des îles où parfois alors une île qui est surpeuplée là-bas sur un point de vue touristique, c'est une île où il y a 20 touristes pour à peu près, ouais 10 000, 20 000 manchots. OK. Voilà et donc il y a d'autres îles où, bah, typiquement, on va privatiser l'île. Alors on parle d'îles qui font à peu près la taille de l'île de Malte et on va être les seuls visiteurs et donc c'est un endroit absolument unique au monde de ce point de vue-là. Il y a une régulation sur place parce que tu évoquais l'Islande tout à l'heure. L'Islande, à un moment, il y a eu un boom de tourisme, une surpopulation presque au niveau de l'île. Est-ce que là-bas, ils sont vigilants, notamment peut-être par rapport aussi aux manchots, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'afflux? Alors en fait, la régulation, elle se fait de manière naturelle du fait que, contrairement à l'Islande, on est sur un archipel de un certain nombre d'îles. Alors, ils en décomptent à peu près 750, mais là-bas, dès qu'on a un caillou qui sort de la mer et qui émerge, ils vont appeler ça une île. Ouais, d'accord, Donc concrètement, on a une cinquantaine d'îles qui sont habitées. Ce sont des propriétés privées et donc la régulation intervient du fait que c'est très compliqué pour un propriétaire privé qui soit en général, c'est un couple de fermiers qui vivent plutôt du commerce de la laine de mouton et donc ils vont pas pouvoir comme ça, déployer une infrastructure gigantesque et construire des lodges, à 4 étages donc
Voilà, ils vont construire une maison, ils vont faire 4 chambres, et donc il va y avoir la capacité d'accueil pour 8 touristes. Après, ça implique qu'il faut embaucher du personnel. C'est compliqué de faire rester du personnel sur le long terme sur des îles où il y a finalement pas grand-chose à faire, et où surtout ce sont des îles qui sont totalement coupées du monde. On est au 21e siècle, là, on s'entend, du fait qu'on n'a toujours pas l'internet haut débit là-bas. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes aux îles Falkland, vous êtes vraiment, vraiment coupé de la civilisation moderne, plus que lorsque vous êtes au, je sais pas, au plein cœur de l'Afrique ou de plein d'autres pays du monde. Alors, j'ai cru comprendre que tu as le mal de mer. Et pourtant, tu ambitionnes d'aller en Antarctique à la fin de l'année prochaine pour photographier les manchots empereurs sur la banquise. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. En fait, tout ça a commencé par un accident et un malentendu, entre guillemets, où moi, c'est vrai que ça m'arrangeait de rester sur les îles Falkland, donc qui sont à 900 kilomètres au nord de l'Antarctique, du fait que là, on est un visiteur à terre. Et là-bas, au Falkland, même si ce sont des îles, ça peut paraître dingue ce que je vais dire, mais personne n'emprunte le bateau comme moyen de transport. C'est trop compliqué, il y a trop de vagues, c'est trop incertain. La dernière fois que j'ai essayé de le faire, c'était il y a 10 ans, et en fait, le capitaine du bateau a mis 3 jours avant de venir me chercher. Il m'a dit, mais c'est pas possible, je peux pas venir te chercher plus tôt. La mer est trop rude. Et moi, je lui disais, t'es sûr? Le jour où il est venu me chercher, et que c'était un jour très calme comparé aux journées qui avaient précédé, j'ai compris, j'ai compris. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai été malade pendant toute la traversée, et donc là-bas, concrètement, aux îles Falkland, les gens se déplacent d'île en île par voie aérienne exclusivement, à 99,9%. Et donc un jour, en effet, on me donne la possibilité, l'opportunité extraordinaire d'aller en Antarctique sur le bateau qui portait pavillon de la Société royale géographique canadienne. Et donc, c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Mais donc, en effet, ça implique il faut faire 2 jours et demi de traversée maritime d'un endroit du monde qui est à peu près le plus redouté par les marins, qui est le passage du Drake. Alors, il est redouté parce que c'est un endroit de la Terre où les eaux sont extrêmement profondes. On va parler de fonds marins à entre 3000 et 4000 mètres. Et on n'a aucune île, aucune terre en fait pour bloquer les courants marins. On a le courant le plus, le plus puissant du monde, qui est le courant circumpolaire austral. Et également, on a la jonction entre les eaux chaudes et tempérées du reste du monde et les eaux froides de l'océan austral. Et donc tout ça, vous mettez ça dans un... En fait, c'est une grande machine à laver. Et donc, c'est un passage obligé pour aller en Antarctique si on ne veut pas y aller en avion. Et donc, je me suis retrouvé à faire ce voyage. Et, et en fait, je redoutais énormément ces jours en mer. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, on peut dire que je vais les redouter tout autant, mais je vais les rechercher parce que c'est une expérience absolument incroyable. Et le fait de se dire justement que l'on n'y va pas en avion, le fait de voir ce tout petit iceberg à l'horizon au bout de 2 jours de traversée, où vous n'avez vu que l'horizon teinté d'infini pendant 48 heures, et de voir ce petit iceberg qui petit à petit va se rapprocher de vous. Et au bout de quelques heures, vous allez réaliser qu'il n'est pas si petit. Il fait peut-être 5 fois la taille du navire, et c'était un navire qui faisait 120 mètres de long. Et là, vous réalisez ce que vous êtes sur Terre, pas grand-chose. Vous réalisez que, en fait, voilà, la plupart d'entre nous, on est éduqués désormais au changement climatique, et on sait l'impact que les éléments naturels peuvent avoir sur nos vies. Mais lorsqu'on les traverse, c'est encore autre chose. Et moi, c'est quelque chose qui m'est extrêmement essentiel et important lorsque je me rends en Antarctique. Pour moi, atteindre ce continent-là de cette façon-là, c'est la meilleure façon de comprendre ce qu'il a à nous offrir, et c'est également la meilleure façon de comprendre ce que ces manchots empereurs et toutes les autres espèces qui vivent là-bas, de comprendre quel est leur mode de vie au quotidien. Et finalement, moi, en tant que photographe, ça m'aide énormément. J'ai besoin de cette immersion. Et donc, ce sont des conditions que je vais rechercher, parce que ça va me placer dans un état qui vont me permettre, en fait, juste de mieux faire mon travail.
Il y a une anecdote, non, qui était liée au passage de Drake. Je crois que tu donnais une conférence au moment où le bateau arrivait par là. J'ai lu ça quelque part. Oui, alors en effet, j'ai donné ma première conférence en langue anglaise, sur ce navire, lors du passage du Drake et donc oui, c'est quelque chose dont on te souvient et oui, en fait, a on se souvient de chacune des conférences qu'on donne dans ces milieux-là, quelques années plus tard, on m'avait donné l'opportunité de faire une conférence sur mon travail sur les îles Falkland à bord d'un navire au large de la Géorgie du Sud, qui sont des îles encore plus éloignées que l'Antarctique, et en fait, on m'avait proposé de faire la conférence le jour avant d'atteindre la Géorgie et là, j'avais dit: «Non mais vous rigolez, c'est pas possible, il y a des vagues de 9 mètres de haut, je fais pas». T'avais pris du Mercalm ou comment ça? Alors il y a mieux en fait, j'ai un «dealer» entre guillemets qui vient de Belgique et qui s'approvisionne dans sa pharmacie locale parce que nous en France, on n'a pas accès à la molécule qui est la plus efficace, qui est une molécule qui, contrairement au Mercalm, va être efficace, mais sans apporter de la somnolence. C'est la molécule qui est utilisée un peu partout par les marins, par la NASA. Il se trouve que pour des raisons compliquées, le médicament est interdit en France, mais donc si vous avez un ami belge, espagnol, suisse, vous êtes bien parti pour faire une traversée un peu plus sympathique et donc bref, je leur ai dit: «Moi, je veux bien plutôt faire après la Géorgie du Sud». Ils m'ont dit: «D'accord, le jour juste après» et sauf que, bah, en fait, il y avait des vagues de 12 mètres de haut ce jour-là et je me suis retrouvé à faire la conférence de cette façon-là. Mais comme quoi tout est possible et notamment lorsqu'on a l'esprit occupé, ça marche bien et alors ça peut paraître un peu masochiste. Maintenant, c'est vrai qu'être photographe de nature sauvage et aller rechercher ces éléments extrêmement torturés, bah, au bout d'un moment, il y a pas de miracle, on est obligé d'être dedans si on veut faire les photos, quoi. Oui, puis on vous invite à réécouter l'émission enregistrée avec Vincent Munier et avec Laurent Balesta, qui sont tous les deux allés en Antarctique avec Luc Jacquet, notamment réalisateur de La Marche de l'Empereur, et qui raconte le mal de mer de l'un d'entre eux, mais qui ne les a pas dissuadés d'aller sur place et faire les photos. Il faudrait un jour, Benjamin, qu'on envisage un enregistrement d'une émission sur un bateau. Alors, peut-être pas en Antarctique, on peut peut-être commencer par le canal Saint-Martin, mais il faut qu'on sorte un peu de ce studio. Bref. Stanley, certains de tes projets sont placés sous le patronage de l'UNESCO. Un artiste qui souhaite s'engager auprès de l'UNESCO doit passer par la Commission nationale. Nous avons contacté Alexandre Navarro, secrétaire général de cette fameuse Commission nationale française pour l'UNESCO. Il nous explique pourquoi ton travail fait écho aux engagements portés par l'organisation. Précisément, on a soutenu le travail de Stanley Leroux sur 2 projets photographiques, à la fois Laguna Obscura et Rêverie. Et finalement, le sens de notre soutien, c'est de mettre en avant autant la production, la vision d'un artiste, la vision d'un auteur, que le message qui est derrière. Puisque bien évidemment, Laguna Oscura, ça touche à la fois au volet patrimonial, on est à Venise, mais c'est aussi le ciel et le ciel étoilé en particulier. Et donc, on est sur les découvertes astronomiques de Galilée. Il y a cette sensibilité, cette vision de la découverte, de la recherche, à la fois sur ce message d'un patrimoine humain qui appartient à tous, mais aussi qui dépasse l'humain. Et là, on est plutôt sur le travail qui est porté dans Rêverie, où il y a cette vision d'artiste qui combine à la fois la dimension plastique, mais qui fait passer ce message évidemment sur le sens de l'environnement qui nous entoure, le sens de la nature. Et il y a cette sensibilité entre les frontières, entre la création plastique, l'objet patrimonial, la vision de la nature, l'environnement. Et finalement, c'est à la fois un travail, je dirais, entre photographie, cette composition de rêverie qui touche quasiment à la peinture, mais aussi dans cette vision qu'il apporte, bien évidemment, une vision qui est digne de la poésie. Donc on est à la fois sur ce message, cette sensibilité, mais aussi cette création visuelle, ces trésors, on va dire, qui peuvent être révélés à l'œil en fonction des différents niveaux de lecture qu'on peut en faire. Et donc c'est vraiment dans
dans cet engagement-là, finalement, qui est celle d'une vision d'artiste, qui est celle d'un message véhiculé, qui est celle d'une création qui va au-delà de la dimension plastique, qui est celle de l'engagement, d'une voix, d'une vision d'un auteur, que nous avons soutenu le travail de Stanley Leroux autour de ces expositions, que ce soit Laguna Oscura ou Rêverie. Dans ce travail qui est porté aussi par Stanley, il y a cette sensibilité sur l'imaginaire. On comprend lorsqu'on découvre, on voit ces images avec les différents niveaux de lecture, que sur cet imaginaire, ça appelle une appréhension un peu plus globale de l'histoire de l'humain par rapport à son environnement. Et c'est aussi peut-être un élément important parce que il y a, je dirais, ce sens du détail, ce sens bien évidemment du cadrage dans la photographie, mais dans ce sens du détail, cette sensibilité, ce lien qui peut nous faire penser que l'image est perçue à la fois comme un rêve, mais aussi comme une vision de l'humain qui nous remet en perspective face au monde. Une réaction? À chaque fois, c'est extrêmement touchant mais c'est vrai qu'on s'est bien trouvé avec l'UNESCO, sa commission nationale française et donc Alexandre Navarro qui a vraiment, comme on l'entend, un œil pour la photographie, qui la pratique lui-même. Et, Il est fils de photographe, nous a-t-il confié aussi. eh ben, vous me l'apprenez, d'accord. Mais ça ne me surprend guère. Et c'est vrai que je pense que l'un des points communs qu'on a dans nos visions, c'est le fait que la photo ne doit pas être la belle image ne doit pas être une finalité, mais elle doit être un point de départ. Et c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément conscience au tout début de mon parcours, où voilà, on fait une super image et en fait, on est super content. Et puis après, on gagne un prix, un deuxième, et on est nominé au Wildlife Photographer of the Year, et on est le plus heureux des artistes. Mais après, on réalise que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, typiquement, moi, justement, après cette nomination pour le travail 50e Hurlant, euh, j'ai eu envie de m'atteler à des projets où, petit à petit, je puisse plus me sentir utile. Parce que alors, photographier les animaux sauvages, on a l'impression d'être utile et on l'est sûrement d'une certaine façon, mais c'est vrai que j'ai toujours une certaine, je ne sais pas quel serait le mot, mais pas culpabilité, mais où je me dis: «Bon, je vais traverser la terre pour aller prendre en photo des animaux sauvages et pour aller dire que, tout ça est précieux, mais est fragile et que donc je suis là pour le montrer et le documenter». Bon, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? Et donc, il y a eu l'idée lors de mes projets suivants, d'avoir, de placer l'utilité au centre du projet et de réaliser, en plus de ça, qu'aujourd'hui, on est dans un moment de la photographie où réaliser une belle image est devenu extrêmement facile avec les moyens modernes et qu'on en voit chacun des centaines ou des milliers devant nos yeux, notamment si on est sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, il y a eu ce questionnement qui a été, mais comment rendre tout cela utile? Et donc typiquement le dernier travail, Laguna Oscura qui est patronné par la Commission nationale française pour l'UNESCO, il y avait, vous l'avez bien dit lors de la présentation, il y avait cette idée de montrer l'impact positif, d'une, présence humaine, diminuée, mais on est quand même dans un cadre urbain et de montrer, voilà, qu'est-ce qui pouvait se passer, sur le ciel étoilé d'une ville et également sur sa biodiversité et donc également de montrer que, qu'il peut se passer des choses positives et ça, lors de chacun de mes projets, il y a des exemples de ça et je veux aussi pouvoir être le témoin de ça et pas juste être le témoin d'une planète qui part en vrille. Qu'est-ce que va t'apporter ce patronage de l'UNESCO, peut-être à plus long terme? Est-ce qu'il y a une dimension un petit peu de prestige aussi? Parce que c'est quand même pas rien. Est-ce que c'est des leviers financiers qui te permettent peut-être de mener certains projets à terme? Alors c'est difficile, notamment sur le long terme, de savoir précisément ce que ça va m'apporter. Moi, j'ai tendance à voir chaque projet vraiment comme un ensemble et hem et en tout cas, c'est vrai que ce patronage aujourd'hui, il
il me permet de montrer, et d'expliquer l'objectif du projet et je pense surtout que ça va permettre peut-être de dévier un petit peu la trajectoire initiale qu'aurait eu un projet et typiquement, voilà, de peut-être axer plus l'exposition sur son commissariat, sur la façon, sur un plan culturel dont va s'inscrire le projet, que ce soit plus uniquement la belle série photographique de tel photographe qui est exposé sur les murs, mais typiquement pour une des expositions qu'on a faites ensemble, il fallait vraiment trouver un axe culturel et de médiation culturelle. Et donc, pour le projet Laguna Oscura, ça a été calqué sur les découvertes que Galilée a faites à Venise sur l'astronomie. En fait, Venise, on ne le sait pas forcément, en tout cas on l'oublie aujourd'hui, mais ça a été le berceau de l'astronomie moderne. C'est là que ont été réalisées les premières observations à la lunette au sommet de la place Saint-Marc. Et c'est là également que Galilée a été le premier à comprendre la nature de la Voie lactée. Et donc finalement, il y a beaucoup de choses qui se sont jouées là-bas. Et c'était intéressant pour moi 4 siècles plus tard, de montrer comment avait évolué la ville, de montrer cette ville qui s'était, éloignée de ses propres découvertes à cause du surtourisme et qui tout d'un coup retrouvait un ciel étoilé à nouveau. Voilà, donc typiquement, ça va aussi être une façon pour moi de placer la barre un petit peu plus haut et de me forcer à aller le plus possible vers le fond et vers la profondeur. Techniquement, comment tu t'y es pris pour photographier le ciel de Venise? Alors techniquement, en fait, ça, ce qui est fou, c'est que je m'attendais à un projet très compliqué techniquement et ça a été objectivement très simple de par le fait que ce projet est tombé vraiment au bon moment. Le matériel hybride, en tout cas de chez Canon, qui est la marque de ma marque de cœur depuis que j'ai commencé la photographie, commençait à vraiment être très au point. Et ce qui voulait dire qu'il était très facile de faire la mise au point dans un environnement très sombre et de ressortir avec des images qui, en règle générale, dès la première prise, étaient pertinentes. Alors, sur un plan technique, après sur un plan artistique, moi j'ai fait beaucoup de tests, notamment pour calculer quel était le temps d'exposition qui allait convenir à mes images. Alors, on lit plein de règles, pour calculer selon la focale, tout ça. Mais finalement, c'est un petit peu compliqué parce que ça va dépendre également de la résolution du capteur et ça va dépendre de la taille attendue de nos images en impression. Et moi, j'avais un petit peu un défi, c'était que l'exposition allait être avec des tirages de relativement grande taille, mais j'avais également besoin qu'elles aboutissent dans un livre où on a besoin que les étoiles se voient bien également dans le livre. Or, ces 2 contraintes vont impliquer des temps de pause plutôt différents. En fait, le principe est que plus le temps de pause est long, plus l'étoile, en fait, Elle est on large. on va voir sa course surtout, Ouais, elle est large. sur la photographie, ce qui va permettre, lorsqu'on la diffuse sur un petit format, de bien la voir. Mais à côté de ça, lorsque vous êtes dans un tirage d'exposition qui va faire, 1 mètre de large, Ouais, ça te fait une traînée pas belle. vous avez ouais, exactement. Et donc l'idée était de trouver le bon compromis. Donc j'ai fait beaucoup de tests et donc, de mémoire, le bon rapport par rapport aux photos que je faisais avec le Canon R5, c'était 7 secondes. Ok. Voilà, donc j'ai fait toutes mes photos avec ce temps de pause-là, sauf les photos qui avaient un besoin, un petit peu plus exceptionnel, comme lorsque je faisais des traînées d'étoiles ou ce genre de choses. Mais sinon, voilà, je m'en suis tenu à ça et donc les autres paramètres variaient en fonction de celui-là qui lui restait fixe. Et ça, c'était la première fois que tu y es retourné faire des photos a posteriori du ciel de Venise en 2024. C'était du coup des conditions lumineuses différentes. Tu as gardé ce principe, ces réglages, où tu as revu ta copie. Et est-ce que tu étais satisfait de ce que tu as obtenu? Alors de mémoire, j'ai dû revoir un tout petit peu certains réglages puisqu'en effet, là, on se retrouvait avec une ville qui était plus lumineuse, et donc oui, la photo aurait pas été pertinente avec les mêmes réglages. Par contre, ce qui était important pour moi, c'est que on avait les mêmes réglages, si je puis dire, météorologiques. C'est-à-dire qu'on était, à la même semaine de l'année, c'était très important pour moi parce que c'est une photo précise que j'ai faite à Burano, où on voit la Voie lactée qui émerge du toit d'une maison comme si ça émergeait de la cheminée, en fait et comme une traînée de fumée
et j'avais besoin pour ça que la Voie lactée soit verticale. On sait que dans l'hémisphère nord, on ne peut la voir, que ou l'entrevoir qu'au printemps et à l'été, et donc moi, par rapport à la photo que je veux faire, concrètement, je savais que c'était la première semaine du mois de juillet et que ça allait intervenir à, de mémoire, 3h20 du matin. Donc mais j'avais besoin également de paramètres météo au beau fixe, c'est-à-dire d'avoir un ciel extrêmement dégagé. Voilà, donc en 2024, je suis retourné devant la même maison avec très exactement la même météo. Il se trouve que par chance, j'ai pu disposer des mêmes conditions, et surtout, ce qui était très important, c'était, alors il y avait quelques jours de décalage du fait que le paramètre le plus important était de faire la photo à la nouvelle lune pour qu'on ait vraiment le moins de lumière possible. Et donc, on voit en effet, deux photos très différentes. Mmh. Dans un autre de tes projets, Rêverie, qui est aussi très ambitieux, bon, c'est des contraintes techniques et physiques un peu différentes, parce que tu évolues à 4000 mètres d'altitude. Tu peux nous parler un peu de ça? Alors jusqu'à 4850 mètres d'altitude, et oui, en fait, le premier voyage que j'ai effectué sur place, j'y suis allé sans aucune préparation spécifique. En même temps, le mal des montagnes peut frapper indifféremment. Les Belges ont une molécule pour ça aussi? Alors, eh ben, figure-toi que non. Et typiquement, il n'y a aucune notion liée à l'âge ou à la forme physique, tout ça. Donc, du coup, j'y suis allé sans préparation spécifique. Mais ça s'est très, très mal passé. J'ai vraiment subi de plein fouet les symptômes. Enfin, après, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, concrètement, ce qui s'est passé une fois que j'étais en altitude, c'est comme si on vous prenait un marteau et qu'on tapait sur votre tête. Et parallèlement à ça, alors il se trouve que moi j'étais seul, je conduisais seul, et que donc lorsque j'ai compris que c'était pas possible et que je suis sorti de la voiture à destination, auprès d'une lagune, que voilà, ça faisait 1 an que je planifiais ce voyage-là. Il me restait peut-être 500 pas pour aboutir, vraiment à proximité de cette lagune. Mais au bout d'une dizaine de pas, j'ai compris qu'il fallait que je rebrousse chemin et que c'était pas possible. Et lors de la route retour, ce qui m'a surpris, c'est que je me sentais extrêmement fatigué. J'avais envie de dormir, alors qu'en fait, j'étais pas fatigué du tout. Et une fois que je suis redescendu d'altitude 1 heure plus tard, en fait, j'étais frais. Et, ce sont vraiment des symptômes, ouais, qui sont impossibles à combattre. La seule chose que vous pouvez faire, c'est descendre d'altitude. C'est tout. Donc oui, en effet, ça a été compliqué, mais du coup, lors des voyages suivants, alors, on ne peut pas se préparer à ça, mais par contre, on peut effectuer des tests, médicaux, des examens. On te Heu, voit hein, dans les carnets qui accompagnent ton beau livre Rêverie, tu racontes tout ça, hein. On dirait une préparation d'un athlète de haut niveau, quoi. Faire des tests d'aptitude quelque part ou alors d'endurance. alors voilà, donc encore une fois, je pense pas qu'il y avait de préparation spécifique, mais par contre, oui, les examens étaient des examens qu'on réalise surtout sur les sportifs de haut niveau, ce qui n'est pas mon cas, mais là, puisque moi j'avais choisi d'évoluer seul, et donc d'évoluer seul en haute altitude, de pas avoir d'assistance. Alors je suis pas fou non plus, hein, je suis pas un aventurier, enfin je suis pas Indiana Jones, donc j'ai une antenne satellite qui m'accompagne à tout moment. Je peux rester en contact avec ma famille, avec mon assurance rapatriement si besoin. Hem, donc ça, c'était quelque chose de très clair pour moi. Mais par contre, ce qui était clair aussi, c'est que je voulais pas de guide local et que j'avais besoin d'être en pleine solitude, et donc d'où le fait d'effectuer ces examens. Donc concrètement, ce qui en était ressorti, c'était que oui, je pouvais y aller, mais on me déconseillait de rester plus de 4 heures sur place, Mmh. du fait que les symptômes, interviennent de manière assez binaire, en fait, au bout d'à peu près 4 heures. La Mmh. feuille de coca, ça marche pas? J'ai essayé. En plus, du coup, après, je l'ai ramené à la maison, même si c'est interdit, parce que je me suis dit: «Pour le Oui, voyage ça c'est pas suivant, tout bien. ça», c'est pas bien du tout. Mais au final, non, c'est pas suffisant. En tout cas, à mon niveau, c'était pas suffisant. Alors, nous évoquons depuis le début de cette émission ton travail de photographe, mais tu as aussi une casquette d'éditeur. Tu as notamment édité le premier livre de Tony Crocetta, photographe animalier aux éditions Stellar. Il n'a pas oublié et nous raconte comment vous vous êtes rencontrés loin de ton univers photographique actuel.
j'organise un festival dans ma ville à Drancy, en région parisienne, qui s'appelle les Latitudes Animales. Et puis, le jeune Stanley Leroux, qui était inconnu au bataillon, vient me voir et on discute un peu de photos, voilà. Heu, il était jeune, hein, d'ailleurs, il est encore jeune aujourd'hui et il me dit donc il m'annonce qu'en fait, il est, photographe, de spécialiste de motocross, enfin du championnat du monde, je crois, de motocross. Ah, je dis: «Bah, ça, c'est intéressant». Et il me dit qu'il a déjà édité des livres. Je dis: «Ah bon? Bah, c'est dommage, pourquoi tu t'as pas emmené ça? J'aurais pu regarder». Il me dit: «Beh, j'en ai dans la voiture». Bah, je dis: «Va les chercher et on regarde». Donc j'ai regardé, son premier livre et alors il avait déjà un très bon niveau, mais j'ai tout de suite remarqué qu'en fait, il travaillait avec une seule optique. Il avait peut-être pas beaucoup de moyens à l'époque et il avait un petit téléobjectif et je lui ai dit: «Écoute, tes photos sont très belles, c'est bien, c'est beau, enfin, il y a rien à redire. Par contre, il manque quelque chose». Il me dit: «Ah bon?» Et enfin, il semblait un peu surpris. Je lui ai dit: «Bah, il te manque un grand angle, que tu rentres là-dedans, tu vois? Il faut que changer, il faut que être un peu plus» non pas dynamisme parce qu'il avait déjà fait, mais il fallait changer d'angle de voilà, puis essayer d'avoir quelque chose de plus étoffé. Donc je voulais qu'il m'écoute spécialement, mais enfin, il a fait ça. Je l'ai revu quelques temps plus tard, quelques années peut-être plus tard et puis il avait, étoffé considérablement son travail et j'avais surtout remarqué qu'il faisait de la très, très belle mise en page. Quand, je lui ai fait part de mon intention de faire un livre, et bah, il m'a dit: «Bah, moi, je suis éditeur, c'est les éditions Stellar». Je fais: «Parce que moi, je connais strictement rien là aux maquettes, hein». Et «Écoute, moi, j'écris, je te file les photos et tu fais ce que tu veux, ta carte blanche». Et voilà, on a fait mon premier livre qui s'appelait Melting Pot Safari. C'est quelqu'un de très exigeant, très pointu et presque maniaque d'ailleurs dans son travail, mais le résultat a été extraordinaire. Le livre a très, très bien marché et je suis vraiment satisfait de notre collaboration. Mmh. C'est vrai qu'on n'a pas parlé encore beaucoup de motocross, hein, depuis le début de cette, émission. On C'est Du vrai. soupçonne pas ça. motocross au manchot, il n'y a qu'un pas, hein? C'est ça, ça peut paraître, fou, ces 2 univers qui sont totalement aux antipodes. C'est vrai que désormais dans mon travail, je croise très, très peu d'êtres humains au cours de la journée, alors qu'un grand prix de motocross, c'est extrêmement foisonnant. C'est un univers, également plein de contraintes, des contraintes de lumière. Vous avez la course qui se déroule de 14 heures à 16 heures, donc en gros, c'est à peu près le pire que l'on puisse demander en photographie. Mais mais en fait, on n'a pas le choix et donc ces contraintes-là, bah, sont un univers d'apprentissage extrêmement intéressant pour un photographe. Et oui, ça a été mes débuts de photographe. Tony, du coup, c'est quelqu'un qui a compté, dans ton parcours. Il s'est établi, dans le Masai Mara depuis, pas mal d'années. Il a un camp là-bas. Qu'est-ce qui t'en reste de ces échanges avec lui et qu'est-ce qui t'a motivé à éditer son bouquin? Bah, ce qui me reste, c'est que ça reste vraiment de très, très loin la personne qui si je devais citer une personne qui m'a donné envie de faire ces travaux-là, c'est lui. Alors, pourtant ce sont des travaux qui n'ont rien à voir avec le travail de Tony, mais, mais par contre, c'est vrai que lors de cette, rencontre aux Latitudes Animales, d'abord déjà moi j'étais pas du tout sensible au fait qu'on pouvait faire des belles photos de nature sauvage et que ça pouvait en devenir un art. C'est quelque chose qui m'était étranger. J'étais totalement citadin et c'est, c'est ma meilleure amie, Elisa qui m'avait, emmené. Elle me dit: «Tiens, allez, je vais te sortir de Paris, on va aller voir cette expo photo à Drancy». «Ah bon? Il y a quelque chose à voir à Drancy?» «Bah, OK, je te suis». Et là, il y a eu une découverte aussi bien artistique, que humaine, hein, en la personne de Tony. Et c'est vrai que aussi bien son conseil qui était très, très bon sur la longue focale. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que en sport extrême, travailler au grand angle, tout de suite, vous expose beaucoup plus aux éléments qui sont pas les mêmes éléments que de la nature sauvage, mais concrètement, vous vous retrouvez très, très près d'athlètes qui vont très, très vite avec des machines qui pèsent très, très lourd. Et donc c'est pas la première idée qu'on a quand on est dans ce milieu-là, mais néanmoins, il m'a énormément apporté avec ce conseil, Tony, parce que c'est quelque chose que j'ai fait par la suite et qui m'a vraiment permis de me démarquer dans mon travail par la suite. Et donc pendant longtemps, j'ai effectué, c'est plus le cas aujourd'hui, j'ai arrêté la photo de sport, mais le fait d'avoir ces 2 casquettes a été extrêmement utile parce que chaque milieu m'apportait dans le milieu, connexe et me permettait oui, d'apporter un regard différent
Et donc la rencontre avec Tony, c'est une amitié qui est née en fait et on a travaillé longtemps, pendant plusieurs années sur son livre. On a vraiment fait un travail oui, que j'estime encore aujourd'hui, de grande qualité. On s'y est beaucoup investi tous les 2 et c'est quelqu'un qui a une humanité, une générosité qui je lui dois beaucoup. C'est aussi lui qui m'a incité au bout d'un moment à montrer mes propres photographies que moi au début je faisais des photos, mais je les montrais pas et voilà donc c'est vraiment, oui, l'une des pierres angulaires de mon parcours. Parle-nous un peu de ton approche en tant qu'éditeur. Alors c'est un milieu très, très vaste. De quoi, de quoi est-ce qu'on peut parler en particulier dans ce milieu-là? Bah, par exemple, tu as le souci du circuit court, c'est une démarche environnementale évidente, enfin, tu peux Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est venu au fil des années. Au début, c'est pas facile parce que on n'a pas les connaissances pour optimiser un circuit de production. Typiquement, en fait, on va toquer à la porte d'un imprimeur et après, c'est lui qui va gérer le reste de la production. Il le fait très bien, mais il le fait par rapport à des contraintes qui enfin, lui-même a énormément de contraintes, aussi bien, pour délivrer un produit de qualité que pour délivrer dans les délais et sur un plan financier. Et c'est vrai que typiquement, on se retrouve souvent avec des livres qui sont imprimés, mais pas forcément reliés en France. Et donc de plus en plus, j'essaye, lorsque cela est possible, de faire relier ces ouvrages en France, le plus près possible de la société qui imprime. Mais c'est pas évident parce que ça vous demande une énorme connaissance du marché et ça vous demande des fois d'aller vous-même gérer l'aspect de la reliure, du façonnage qui d'habitude est plutôt délégué à l'imprimeur et qui fait ça très bien parce qu'il fait ça toute l'année. Donc, voilà, le fait petit à petit de m'intéresser et de connaître ce milieu-là me permet d'être plus exigeant, aussi bien en termes de circuit qu'en termes de qualité d'impression, de qualité de papier. Il y a une matérialité qui est forte dans l'objet livre photo et qui est vraiment ce qui va le plus m'intéresser, en tout cas désormais dans mon approche, d'éditeur. C'est notamment ce rapport au papier. Toi, tu es éditeur et tes livres, notamment les derniers, donc Rêverie et Laguna Oscura, sont édités chez Art et Caractère, en l'occurrence. Quels sont les critères qui ont fait que tu allais vers eux? Est-ce que c'est facile quand on est soi-même éditeur de faire éditer son livre par un autre, sachant les critères, enfin, sachant la rigueur, l'exigence qui ont l'air de te caractériser, comme l'ont décrit Tony et Anne de Vandière en introduction? Alors, je pense qu'ils ont raison d'ailleurs sur cet aspect-là On parle de même de maniaquerie, hein. Je cite Tony. mais je pense que quand on est éditeur, ça, c'est vachement bien d'être maniaque parce que c'est vrai que c'est un univers qui reste extrêmement technique et on a beaucoup de contraintes qu'on ne gère pas nous-mêmes. En fait, il faut visualiser que nous, en tant que photographe, on fait la photo et là, on peut penser que ça y est, on est arrivé, sauf qu'après, il y a énormément, d'éléments dans la chaîne de l'image qu'on ne va pas forcément maîtriser, en tout cas que tous les photographes ne maîtrisent pas et donc souvent, entre la photo qui a été faite au départ et la façon dont elle est restituée, il y a une énorme différence. Des photographes sont parfois déçus de cette différence et donc c'est de là qu'a émané mon désir initial d'être mon propre éditeur, à une époque où ça se faisait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est plus courant, mais c'était de dire: «Mais voilà, je veux contrôler toute la chaîne», et ce faisant, j'ai totalement perdu le fil de ta question. Bah si, tu y réponds en partie, mais tu contrôles la chaîne, mais du coup, tu la contrôles moins quand tu confies ton travail à un autre Ah oui, éditeur. voilà, Et donc, comment tu as choisi Arrêt Caractère, par alors, exemple? Arrêt Caractère est un imprimeur, ce n'est Mmh. pas un éditeur. Au début, j'avais tendance à être totalement fidèle à mon imprimeur, ce que je suis moins aujourd'hui, pour la bonne et simple raison que j'ai compris que chaque imprimeur a ses points forts et a ses spécialités et l'imprimeur qui vous dira qu'il est bon en tout, c'est un peu comme en photo, un matériel qui est bon en tout, il est bon en rien, quoi. Et donc, finalement, aujourd'hui, de par la connaissance que j'ai de ce monde-là, ça me permet qui est encore à parfaire, mais en tout cas, ça me permet d'essayer de taper à la porte du bon interlocuteur. En l'occurrence, pour Arrêt Caractère, c'est une société qui
qui est encore capable de passer beaucoup de temps sur un projet artistique. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que vous imprimez votre livre sur des machines qui coûtent plusieurs millions d'euros, que la société doit amortir et que vous arrivez en tant que photographe et vous allez dire: «Ah non, mais là, finalement, je trouve que c'est pas assez cyan, là, c'est pas assez magenta» et donc tous ces petits changements lors de l'opération d'impression qu'on appelle le calage, sont extrêmement coûteuses. Le temps, c'est de l'argent pour une imprimerie et donc la question est: quel est le temps qu'on va vous accorder en machine? Est-ce qu'on va vous presser ou pas? Il se trouve que cette imprimerie-là, notamment de par le groupe auquel elle appartient à un groupe qui de cosmétiques de luxe, hem, elle est moins à la recherche de faire du chiffre que d'une autre imprimerie qui ne va vivre que de par ces activités-là. Donc ça, c'était un critère intéressant pour moi. On a passé 3 jours, je crois, pour l'impression de Rêverie. C'était alors, ce ne sont pas les seuls imprimeurs à le faire, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important pour un photographe. Et l'autre, chose qui m'a fait aller vers cette imprimerie-là en particulier, c'est que 4 pages du livre Rêverie sont imprimées sur un papier japonais extrêmement fin, qui fait 60 grammes au mètre carré. Heu, c'est extrêmement dur pour une imprimerie d'imprimer sur un papier aussi fin. Alors, encore une fois, plusieurs savent le faire, mais là, je savais qu'eux auraient un doigté particulier avec ce papier-là, du fait que, par leur activité cosmétique, ils impriment beaucoup sur des notices de médicaments et donc c'est le papier le plus fin que l'on imprime de manière industrielle et pour moi, ça peut paraître dingue, mais c'était un de mes critères de choix pour aller vers cet imprimeur-là. Exigence, on a dit. Alors, une autre facette importante de ton travail consiste à le montrer sous la forme d'exposition. Denis Eusterhun, maire de Bonneuil, dans le Val-de-Marne, t'a ouvert les portes du centre d'art de la ville à plusieurs reprises. Il nous explique l'importance et l'impact de ton travail sur les habitants et porte un regard admiratif sur tes images. J'adore ce que fait Stanley parce que il arrive à simplifier le majestueux et il arrive surtout à donner, une place écrasante à ce qui nous semble des détails parfois, à ce qui nous semble des choses simples. Il arrive à leur donner une place majestueuse et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il joue beaucoup dans la dialectique, je trouve. Je ne sais pas s'il le fait exprès. C'est ce que moi je remarque. Par exemple, quand vous arrivez et que vous êtes, en Argentine et que vous êtes, sur un, lac, de sel et que, ce lac de sel il devient une immensité alors que c'est le désert qui est censé l'être. Ou quand vous arrivez sur un glacier et que, la sortie de glacier, devient l'entrée de glacier, ça devient une sorte de grotte géante. C'est, une des photographies que j'ai dans ma salle de réunion qui est en face de moi à chaque fois parce que j'aime beaucoup cette question de l'entrée dans l'immensité et sortie dans l'immensité alors qu'il a juste retourné une photo. Ou tout simplement, là dernièrement, il a fait son expo sur Venise. C'était impressionnant. Vous imaginez comment quelqu'un peut rendre une ville comme Venise, banale avec, une place donnée à l'immensité du ciel qui écrase la ville de Venise qui devient quelque chose de banal, qui devient un faisceau de lumière, alors que on parle de Venise, vous voyez? Il arrive à faire en sorte que le ciel prenne toute sa place dans une urbanité, intense, qui est la ville de Venise et des monuments, plus qu'importants que contient la ville de Venise. Venise devient une sorte de détail, sous le ciel qui devient le chef-d'œuvre. Je trouve ça extraordinaire. Il y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire ça. Ça, c'est l'amoureux de la photo qui vous dit ça. Et du coup, le maire, il vous dit quoi? Le maire, il vous dit que justement cette dialectique l'intéresse beaucoup. Derrière les leçons qu'on tire de ces photographies, le récit qu'on peut en tirer de ces photographies, c'est-à-dire le poids que prend la simplicité. Bonneuil, c'est une ville de gens simples. Le poids et l'importance que prend la simplicité sans lesquels, en fait, le majestueux ne peut exister, donne toute sa place aux habitants de ma ville. Et c'est bien aussi de les intéresser à ce sujet-là, à ce qu'ils puissent travailler cette question-là de manière dialectique. Et avoir un artiste comme, Stanley nous permet aussi justement de faire en sorte que, nos jeunes gens, nos habitants puissent, se retrouver dans une démarche de l'excellence populaire. C'est notre but. On est dans une ville, que je considère et que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, comme une sorte d'université à ciel, ouvert, université populaire à ciel ouvert
Et Stanley fait partie justement des enseignants, mais en même temps, je considère, et c'est ce que lui dit aussi, des élèves de cette université populaire à ciel ouvert. Parce que chez nous, on considère que tout le monde doit donner et tout le monde doit prendre. C'est quelqu'un qui a beaucoup intégré ça dans sa manière de faire avec les gens, dans sa manière aussi d'exposer. Je trouve qu'il prend tout à fait sa place de manière naturelle dans notre ville, à chaque fois avec ses expos, sa façon d'être, sa façon de faire. Et j'adore sa simplicité, alors qu'il arrive à nous sortir des œuvres très grandes. C'est c'est de nouveau touchant et émouvant et surtout moi, les expériences que j'ai eues, j'ai exposé 2 fois dans cette ville, à Bonneuil-sur-Marne et donc qui a un centre d'art qui est absolument incroyable parce qu'il a été construit d'une façon très exigeante et qui appelle des expositions de la même exigence, mais qui en même temps est totalement au cœur de la cité et qui est vraiment intégré dans le parcours des habitants au quotidien. Voilà, ils vont prendre le bus devant le centre d'art, ils vont passer devant, que ce soit en voiture ou à pied et donc il y a quelque chose qui est pas si courant voilà, Denis a parlé d'excellence populaire. Bah, l'idée a été, avec ce centre d'art, je pense, hein, de vraiment réintégrer l'art au cœur des habitants et que ce soit pas quelque chose d'élitiste et de séparé du reste de la ville. Et moi, j'apprends beaucoup à chaque fois que j'expose là-bas. Maintenant, dans ce qu'a dit Denis, il y a plusieurs points qui sont intéressants, notamment le fait que c'est vrai qu'à Venise, moi, initialement, je voyais pas trop. Enfin, je ne m'attendais pas à pouvoir montrer une ville comme Venise sous un angle nouveau, parce qu'elle a été tellement documentée, tellement photographiée. Mais c'est vrai que bah, finalement, le fait d'y passer du temps m'a démontré que bah, moi, je fais partie des photographes qui pensent que finalement, on n'a peut-être documenté que 5% de la planète et que le reste est à découvrir. Alors, il y a une bonne partie que peut-être tant mieux si personne ne va aller à sa rencontre parce que comme ça, on va laisser une partie de la Terre tranquille. Mais c'est vrai que j'aime l'idée de montrer que même au sein d'un site ultra touristique, on peut, on peut s'éloigner vraiment des sentiers battus et montrer la ville sous un regard différent. Il parle aussi de la dialectique de tes images, enfin, ce que tu fais de manière consciente ou pas, tu vas nous le dire, de peut-être jouer avec le sens de lecture des images. Oui, alors c'est vrai que la photo à laquelle il est fait référence est une photo de glacier qui est dans la série Rêverie. En général, je crois que c'est celle qui conclut le livre et qui, en fait, qui m'a intéressé parce que lorsqu'elle était à l'endroit, elle, elle n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Et il me manquait une photo en tant qu'éditeur pour terminer le livre. Et je faisais un petit peu, entre guillemets, les fonds de tiroir. Et cette photo-là, elle était dans un dossier qui s'appelait à supprimer, mais finalement, comme je suis pas très bien organisé dans mes fichiers, bah, je supprime jamais les dossiers. Et comme quoi, on fait peut-être bien d'être comme ça. Et, et là, je sais plus ce qui m'a amené à la retourner à 180 degrés. Et là, cette photo, qui était totalement documentaire à l'endroit, devient une œuvre totalement abstraite à l'envers. Et bah, c'était impressionnant de le voir comme ça. Et donc, lorsque j'ai recadré l'image, j'avais laissé une très fine bande de ciel pour que la personne qui souhaite comprendre ce qu'elle voit puisse le faire. Parce que finalement, c'est vrai que lors de l'exposition, on me demande beaucoup, mais je comprends pas, qu'est-ce que je vois? Et c'est l'intérêt de ces rêveries et c'est pour ça que j'ai appelé ce projet Rêverie les éléments de l'incertitude. C'est le Mmh. fait que à tout moment, en fait, le regardeur d'image, je veux le placer devant un horizon de possibles. On n'aura pas 2 visiteurs qui verront la même chose et on n'aura pas 2 visiteurs qui sauront la réalité de l'image et pour moi, c'est cette photo qui est présentée à l'envers, bah, elle est importante dans la série parce qu'elle permet de chaque photo, en fait, tient pas d'une astuce, mais on va dire d'une façon de voir le monde qui permet de faire entrer autrui dans la rêverie et donc bah, le regard de Denis et celui des visiteurs est très important parce que moi, en l'occurrence, je suis le seul dans toute la salle d'exposition qui pourra jamais rentrer dans la rêverie parce que je suis le seul qui connaît la façon dont ont été faites ces images.
Donc je me nourris du regard des autres. Comment ça se passe quand tu organises et prépares une exposition? Est-ce que tu adaptes la scénographie au lieu de l'exposition ou est-ce que tu imposes à ce lieu la manière dont tu vois les choses? Alors ça, c'est vraiment un travail qui est en constante évolution et plus le temps passe et plus je vais non seulement adapter au lieu, mais en tout cas, lorsque j'ai la chance d'avoir un lieu qui a vraiment des caractéristiques, qui a une personnalité, qui a une âme qui est forte, que l'exposition tourne autour de ce lieu et qu'il y a un dialogue qui s'opère. Alors ça peut être un dialogue architectural, mais ça peut être également un dialogue social. Et donc si je reviens à l'exemple de Bonneuil-sur-Marne, lors de ma première exposition, lorsque j'ai vu le résultat de l'exposition, bah, j'ai appris des choses qui m'ont resservi lorsque j'ai exposé Laguna Oscura quelques années plus tard, et notamment le fait que c'est un centre d'art qui est comme une sorte de grand aquarium qui donne totalement sur la ville. Et donc c'est une exposition que l'on peut voir de l'intérieur du centre, mais également de l'extérieur. Et il y a eu une réflexion en moi qui a été de dire, mais en fait, surtout si le but de la ville est de rendre ce lieu-là le plus populaire possible, a été d'établir la scénographie de telle façon à ce que on puisse visiter l'expo depuis le centre d'art, mais également depuis la rue. Mmh. Et donc on est allé un petit peu plus loin en l'occurrence, il y avait un dispositif d'œuvres participatives que les gens pouvaient voir depuis la rue et ensuite, une fois qu'ils rentrent dans la salle, on les invite à participer et donc sans rentrer dans tous les détails, en fait, ils repartaient avec une partie de l'exposition et ils avaient laissé également leurs traces au sein de l'exposition, à travers un mur d'images qui se transformait en mur d'écriture, petit à petit. Parce que la nuit est un thème fantastique qui appelle bien des inspirations et donc ça, typiquement, bah, c'est vraiment le lieu qui a rendu ça possible. Donc voilà, c'est un dialogue constant entre moi, le lieu et également la volonté bah, de l'équipe qui va accueillir l'exposition au sein de ce lieu et quels sont leurs objectifs à eux. Combien de temps tu consacres au montage d'une exposition comme ça, entre tous tes déplacements aussi qui sont programmés? Alors ça va vraiment dépendre de chaque projet. Typiquement, lorsque c'est la première date d'une exposition, d'un projet donné, là, c'est encore décuplé parce qu'il y a beaucoup de choix qui sont faits sur les encadrements, ce genre de choses. Donc typiquement, ça a pu me prendre jusqu'à 6 mois. Alors ça ne veut pas dire 6 mois à temps complet, mais pas loin quand même. Entre les aspects logistiques, les aspects artistiques, et les aspects également de médiation culturelle, hem, ouais, on a beaucoup de choses à réaliser et voilà, c'est quelque chose que je ne me rendais pas forcément compte avant, mais lorsqu'on vous donne les clés d'une salle qui va faire, entre 200 et 350 carrés et que vous savez que bah, des milliers de gens, aussi bien des adultes que des enfants, des publics scolaires également, vont aboutir dans cette salle d'exposition. Vous savez que vous allez avoir un discours qui va devoir s'opérer sur plusieurs niveaux et donc vous avez plein de façons d'entrevoir l'exposition et donc finalement vous mettez à la place de plusieurs personnes différentes, de plusieurs profils types, ce qui va apporter des réponses différentes en termes de scénographie. Mais oui, c'est passionnant, c'est vraiment devenu une activité qui est devenue essentielle pour moi dans la façon dans le rapport à l'image. On va conclure là-dessus. Merci Stanley, merci beaucoup. On passe à la suite et on attaque le débrief qui cette semaine n'est pas tout à fait un débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Stanley Leroux pour une grande discussion au coin du feu. C'est une habitude sur le format au coin du feu, il n'y aura pas de débrief. Par contre, Stanley, on a une petite surprise pour toi. On a réussi en quelque sorte à pirater ton téléphone portable. Tu as quelques messages en absence sur ton répondeur. On te propose naturellement de les écouter. Le répondeur de Stanley Leroux vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Vous avez 7 nouveaux messages. Bonjour Stanley, c'est Gérald évidemment. Écoute, je vais profiter de l'opportunité qui m'est offerte pour te dire une fois encore tout le bien que je pense de ton travail.
et plus encore des ouvrages que tu as édités, notamment le magnifique Rêverie, que j'ai eu le grand plaisir de sélectionner l'année dernière pour l'exposition Bienvenue au Monde. Tu t'en souviens sans doute, à l'époque je t'avais proposé d'exposer une photo extraite du livre. Celle-là même que tu avais réalisée dans le désert d'Atacama, au Chili, une région hyper aride d'Amérique du Sud. Pourtant, clairement, au premier regard, son ambiance glaciale nous plonge plus volontiers au cœur de l'Arctique. Alors avant que tu ne découvres l'exposition, je t'avais prévenu, tu serais sans doute un peu surpris, car j'avais pris l'initiative sans t'en parler de présenter ce tirage entouré d'autres livres de voyage réalisés dans des pays cette fois aux températures plutôt basses. En découvrant la scénographie, tu m'as regardé, tu as souri, je crois qu'on s'est compris, non ? Pour moi, ton image faisait clairement office de trompe-l'œil, invitant le spectateur à se questionner, avant peut-être de comprendre qu'il faisait fausse route. Et puis, tu as nommé certaines images de ton livre From Mars. Celle-ci, je l'aurais bien intitulée From Uranus, la planète la plus froide de notre système solaire. Un petit clin d'œil, enfin, au sous-titre que tu as choisi pour ton livre, Les éléments de l'incertitude. Bravo pour ces mots. Alors continue de nous éblouir, mon cher Stan. Grâce à toi, on sait chaque jour un peu mieux pourquoi nous aimons cette satanée planète. Bonjour Stanley, c'est Bruno Calandini. Tu sais que je connais et que j'aime beaucoup tes images, puisque j'ai eu le privilège de t'inviter à les exposer. Mais je voulais aussi te dire qu'à cette occasion où nous avons échangé régulièrement, j'ai pu mesurer la passion, la rigueur et l'exigence que tu mets dans ton travail et ta façon de le présenter aussi. C'est toujours élégant et inspiré, avec une scénographie réfléchie, des partenaires prestigieux, une vraie démarche, soutenue par un discours original. Bref, tout ça fait de toi un artiste complet et un univers qui a beaucoup de classe. Donc, continue à nous faire partager ta vision du monde. Porte-toi bien et au plaisir. Salut Stanley, c'est Véro Fournier des Latitudes Animales. Bah écoute, je tenais à te dire quelque chose que je t'ai sans doute déjà dite, mais c'est pas grave, je te le dis quand même. Je suis vraiment très admirative, très fière et en même temps pas du tout étonnée de l'incroyable parcours que tu as accompli depuis qu'on s'est rencontrés à Drancy. Je garde un souvenir vraiment émerveillé de tes premières images aux îles Falkland, enfin ta première expo vraiment nature, notamment de ce petit film que tu avais proposé avec des images très émouvantes et en même temps très puissantes. Pour moi, tu fais partie de ces rares photographes qui ont une démarche à la fois naturaliste et en même temps remplie de poésie. Et c'est assez rare, je trouve, dans le milieu. Donc voilà, bah, écoute, je suis ravie de collaborer de nouveau avec toi en février 2026 pour les prochaines Latitudes Animales, comme tu le sais. Et d'ici là, bah, je te souhaite plein de bonnes choses. Prends soin de toi, de ta petite famille. Et écoute, je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Salut. Bonjour Stanley, Xavier Gaillot d'Arrêt Caractère. Petit message pour rappeler qu'on a eu le privilège et la responsabilité d'imprimer vos deux ouvrages, Laguna Oscura et Rêverie, qui dans les deux cas ont été l'occasion de pratiquer l'imprimerie comme un art appliqué au service de la mise en valeur de votre travail. Les deux ouvrages avaient des ambiances très particulières à reproduire, avec des papiers aussi particuliers, donc des enjeux à la hauteur du professionnalisme de nos imprimeurs. En tout cas, ces deux ouvrages, et on en avait déjà parlé ensemble, ces deux ouvrages font partie des fiertés d'Arrêt Caractère. On a l'occasion d'imprimer pas mal d'ouvrages photos, c'est pas par hasard si vous nous avez fait confiance, mais ces deux-là font vraiment partie des ouvrages dont on reste fier et qu'on a plaisir à montrer en termes de référence. Donc j'espère que c'était uniquement deux premières expériences et que nos chemins se croiseront à nouveau. Donc à très bientôt, j'espère. Bonjour Stanley, c'est Sabine de Marseille, allô. Je n'ai pas oublié que tu m'as sauvé la vie lors d'un festival photo magnifique, essentiellement grâce à ta compagnie et à ton exposition de photos Rêverie, toujours bien scénographiée pour ton public comme tu sais si bien le faire. Grâce à Rêverie, le rêve d'expédition est passé au réel. Tu m'as fait découvrir des lieux insolites et fait naître en moi mon côté artistique grâce à tes compétences photographiques et à ta pédagogie et surtout au choix de tes destinations. Il suffit d'un mot, d'une sensation qui t'anime pour que tu me fédères l'envie de partager ces moments photographiques avec toi. J'en fais les frais avec grand plaisir. Tes œuvres sont présentes tous les jours à mes côtés, dans ma maison, tu le sais, et tu participes au fait que ça soit la maison du bonheur. Alors, merci. Merci pour tout.
Et c'est promis, pour les futurs voyages photos, je lirai tes recommandations. Très utile, je reconnais. Tu es une étoile de la photographie. Continue ainsi à nous faire rêver, ton amie Sabine. Bonjour Stanley. Que de chemin parcouru, dis-moi, depuis 2017 où au Salon des Beaux-Arts, tu exposais tes œuvres telles des pépites qui brillaient sur le noir de nos cimaises. Cette année-là, je n'ai pas été la seule à succomber à la poésie de tes œuvres, puisque tu as reçu 2 médailles d'or. Alors, si la photo est un œil qui dort en chambre noire et qui se révèle à la lumière d'un talent, pour toi, Stanley, c'est quoi la photographie ? Bonjour Stanley, j'ai une question à te poser. Je voulais savoir quel genre de photographe tu te considères. Est-ce que tu es une photographe de la nature, du paysage? Est-ce que tu es un photographe de l'abstraction? Est-ce que tu te places quelque part ou tu es en quête de ta mission en tant que photographe? Voilà. Fin de vos nouveaux messages. Putain, ça fait longtemps que je n'avais pas consulté mon répondeur. Mais 2 questions simples. Qu'est-ce que la photographie et quel photographe es-tu? Qu'est-ce que la photographie? Combien de temps on a pour répondre à la question? C'est une très bonne question d'Isabelle, mais c'est surtout en fait, de voir comment chacun, en tant que photographe, on entrevoit son rapport à la photographie. Et je serais incapable de répondre avec précision à la question, parce que justement, je pense que c'est une question qui en appelle beaucoup d'autres. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est pas une finalité, mais c'est un moyen. C'est un moyen, comme par exemple peuvent l'être les textes de mon carnet de voyage de rêverie, d'entrer en contact avec le regardeur d'images et de générer un partage. Et donc, c'est vrai que ensuite, je vais rebondir directement à la question de Simon, qui est donc finalement, est-ce que je sais déjà quel est mon rapport au monde ou est-ce qu'il est en construction? Est-ce que je suis en quête de quelque chose? Et j'ai vraiment l'impression que c'est un parcours que j'ai pas encore fini et que les prochains projets vont vous surprendre, mais moi également au premier titre. Parce qu'il y a quelque chose qui est important dans chacun de mes projets, c'est que si je les établis sur un temps long, c'est aussi pour ne pas aller trop vers l'immédiateté du projet, vers le côté évident des photos à publier, mais c'est pour laisser le temps au projet également de me changer, de me transformer. Et typiquement, Rêverie s'est opéré sur 7 ans. Pendant 7 ans, j'ai évolué en tant qu'individu. Et clairement, entre les photos que j'avais réalisées la première année du projet et celles qui sont diffusées, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, il me paraît évident qu'à l'heure actuelle, je suis encore en recherche de pas mal de choses. Maintenant, je pense que l'environnement naturel restera quelque chose qui sera une clé, mais peut-être de façon un peu moins évidente et que, enfin, peut-être qu'on m'appellera plus photographe animalier. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais par contre, voilà, la nature, d'une certaine façon, je pense, restera au cœur de ce que je cherche à accomplir et surtout à découvrir. D'autres réactions, Stanley, au témoignage qu'on a entendu? Ouais, alors déjà, j'ai envie quand même de faire un coucou un peu particulier à Bruno Calandini, qui est quelqu'un également comme Tony Crochetta, comme Anne de Vandière. Je pense que ce sont les 3 photographes qui comptent le plus pour moi. Et ma première rencontre avec Bruno a été particulière parce qu'elle a été sous la forme de son ouvrage Sauvage, qui a été publié il y a longtemps maintenant et qui pourtant est incroyablement d'actualité, aussi bien par les photos d'Afrique en noir et blanc teintées de sépia qu'il avait faites de façon extrêmement talentueuse et créative, aussi bien pour l'époque, mais également de nos jours, et également pour cet amour du livre qu'on ressent lorsqu'on parcourt les pages de son livre Sauvage. Et donc moi, j'ai grandi en tant que photographe avec ce livre dans ma bibliothèque. Ça a été un de mes tout premiers livres de chevet, on va dire. Et je n'ai rencontré l'individu que peut-être
7 ou 8 ans plus tard. Et ce qui m'a énormément touché, c'est que l'homme est à l'image du livre, donc c'est vraiment une très, très belle personne et voilà, donc il a compté pour moi, même si, finalement je ne l'ai connu que très tard dans mon parcours. Mmh. Et du coup, l'imprimerie Art et Caractère avec, Xavier Gaillot? Ouais, alors juste une anecdote sur, notre dernier projet lorsqu'on a imprimé Laguna Oscura. C'est vrai qu'il y avait un désir de ma part d'aller vers un projet d'expérimentation et notamment parce que lorsqu'on fait une pause longue, c'est une expérimentation. On ne sait pas quel sera le résultat avant plusieurs secondes et je voulais que ce livre retranscrive un peu ça. Également, c'était un livre où on va rechercher la Voie lactée pendant tout le livre et pour moi, si je la montre dès la couverture, finalement, je déflore un peu trop le sujet donc heu, on a eu cette idée d'imprimer la couverture et également les 16 premières pages du livre sur un papier noir teinté dans Mmh. la masse avec une encre argentée. Alors juste, déjà pour préciser que c'est un papier 100 recyclé qui vient de la région de Venise, donc il y avait une volonté, on va dire, de faire un projet qui colle le plus possible avec, la culture locale. Mais également le truc, c'est que votre photo, lorsque vous allez la convertir, de façon monochromatique pour être imprimée en argent sur du noir, vous n'avez aucun moyen technique de savoir précisément quel sera le rendu à l'avance. Donc c'était Mmh. une expérimentation et en fait, pour un photographe, il y a un côté juste un peu flippant en fait de se dire qu'on ne sait pas à quoi va ressembler la couverture du livre avant le jour de l'impression et que le jour de l'impression, c'est un peu trop tard en fait après pour changer son fusil d'épaule. Mmh. Mais donc ça ouais, je suis très, très content du résultat, mais aussi parce que c'était quelque chose fait de surprise et donc ouais, c'est une super imprimerie pour expérimenter ce genre de choses. Et si alors également, j'aimerais, dire un mot sur les latitudes animales. On a entendu Véronique Fournier, donc qui est la chargée de ce festival. C'est un festival qui compte pour moi parce que c'est le premier festival de photos de nature qui m'a donné ma chance en tant que photographe. Un petit peu au pied levé, au dernier moment, j'ai dû remplacer, un autre photographe de la sélection et à l'époque, je me demandais bien ce que je faisais là parce que finalement, j'avais encore jamais montré ces images-là, de cette façon-là et j'avais un peu peur de pas être à ma place par rapport au pédigré de tous les autres photographes qui avaient exposé là-bas au fil des ans et voilà et en fait, ça a été le début d'un parcours et Véronique et Tony m'ont fait confiance et c'est pour ça que, comme l'a évoqué Véronique, je suis très, très heureux de pouvoir retourner là-bas l'année prochaine avec l'exposition Laguna Oscura. Ce sera 12 ans après et c'est vrai que, notamment lorsqu'on parle d'exposition photo dans un contexte qui est le festival, en fait, c'est bien de mettre des photos sur les murs, mais le contact humain et les rapports qu'on va construire avec les gens sont absolument déterminants. Et là, c'est une très très belle histoire qui s'est construite et je les remercie énormément tous les deux de m'avoir fait confiance il y a 12 ans, à l'époque où moi-même je ne savais pas trop ce que exposer voulait dire. Bon, évidemment, on va remercier, toutes les personnes qui ont participé à ce répondeur par ordre d'apparition. Gérald Vidamant, le rédacteur en chef de Compétences Photo et directeur du prix IP de la photographie francophone. Bruno Calandini, photographe. Véronique Fournier, chargée de programmation du festival Latitude Animale. Xavier Gaillot, de l'imprimerie Art et Caractère. Sabine Benguigui, collectionneuse et membre d'un voyage organisé par toi, Stanley Leroux. Isabelle Lawson, directrice de la Société nationale des beaux-arts. Et enfin Simon Edwards, directeur artistique du Salon de la photo. Merci à eux. On attaque la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Stanley, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qui t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Ah ouais, c'est chaud ça. Ok, on y va.
Première question, et on retrouve Voodoo Child 46. Est-ce que tu envisages de reproduire ton expérience consistant à photographier des ciels dans d'autres espaces urbains que Venise? A priori, non, parce que Venise constituait une exception touristique du fait que lors du Covid, le ratio entre la population locale et le tourisme faisait que le ciel était drastiquement transformé pendant cette période-là. Je pense que c'était la ville où ce projet avait du sens. Hmm. Tu as pensé au fait qu'elle pourrait être engloutie prochainement? On en parle souvent de ça aussi. J'y ai pensé aussi et j'ai surtout pensé au fait que pour moi, ce projet sur Venise, il est pas totalement abouti dans le sens où il sera jamais abouti. Je peux refaire la même photo année après année et d'observer les évolutions dans le ciel et c'est une ville qui est suffisamment petite pour que l'impact touristique soit perçu. Vous allez à Paris ou à Tokyo, vous enlevez les touristes de l'équation, ça changera rien. Hmm. Deuxième question qui nous vient de Erika. Quels sont les critères requis pour éditer un livre dans ta maison d'édition Stellar? Alors c'est vraiment des coups de cœur, hein, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, maintenant depuis quelque temps, je dois dire que le critère requis, c'est que l'éditeur, en l'occurrence moi, ait du temps et c'est vrai que pour l'instant, j'arrive pas à trouver du temps d'éditer d'autres livres que les miens. Donc c'est absolument pas dans les mains des photographes, quoi, ce critère-là. Si j'ai un méga coup de cœur comme ça a été avec Tony à l'époque, c'est sûr que je trouverai du temps. C'est comme ça que fonctionne un artiste, c'est par passion. Bon. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Philippe. Est-il possible de limiter son empreinte carbone quand on envisage de voyager en Antarctique? Alors, 30 secondes, ça va être compliqué, mais en 2 mots, ce qui a été démontré par des chercheurs qui travaillent sur le sujet, c'est que l'empreinte carbone négative de notre voyage en Antarctique est principalement liée aux avions pour nous acheminer de la France jusqu'à Ushuaia. Après, la suite, elle est pas négligeable, on est d'accord, mais ça constituera moins d'impact que la liaison aérienne qu'on va prendre pour traverser la planète. Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Caro. Quelle est la meilleure saison pour envisager un séjour photo aux îles Malouines? De préférence quand il y a des manchots, donc ça veut dire que ce sera du mois d'octobre, on va dire au mois de mars en voyant large. Et après, tout va dépendre précisément de ce qu'on veut. Si on veut plutôt voir des orques au bord de la plage, de voir les petits bébés manchots qui viennent de naître, si on veut un temps plutôt tempétueux, plutôt ensoleillé, voilà, il y a beaucoup de critères. Tu en organises tous les ans? Oui, tous les ans, une fois par an. Il y aura du vent quoi qu'il arrive. Il y aura du vent quoi qu'il arrive. En fait, il y a moins de vent pendant l'hiver. Le temps est beaucoup plus stable pendant l'hiver. C'est juste qu'il n'y a pas les manchots. Et oui, j'essaie d'organiser un voyage par an aux îles Falkland et un en Antarctique. Je me limite. Je pourrais probablement en faire plus parce qu'ils se remplissent très très vite. Mais après, sinon, j'ai pas le temps pour le reste de mes autres projets. Et si on fait le calcul et qu'on a calculé que certaines scénographies me prennent 6 mois de l'année, si je passe 6 mois de l'année à voyager, il me reste plus beaucoup de temps, quoi. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Croche-toi, Stanley. Si tu ne devais plus faire qu'un seul voyage dans ta vie, tu choisirais de retourner aux îles Falklands ou en Antarctique? Je crois que j'ai pas besoin des 30 secondes, je vais en Antarctique direct. Oui, malgré l'attachement que tu as aux îles Malouines. Oui, mais c'est vrai que en fait, l'Antarctique, il y a cette sensation du fait qu'on a toujours quelque chose à découvrir. L'Antarctique, c'est 35% plus grand que l'Europe. Donc vraiment, il va me falloir plus d'une vie pour en appréhender toutes les facettes. Et c'est un endroit du monde absolument incroyable dans le sens où à chaque fois que vous revenez d'un voyage là-bas, vous prenez conscience du fait que vous avez encore tout à apprendre. En général, plus on voyage quelque part, plus on a la sensation de connaître l'endroit. En Antarctique, c'est l'inverse. À chaque fois, vous réalisez que c'est un endroit qui
qui dépasse tout ce que vous pourrez être capable d'appréhender sur le monde en une vie. Merci Stanley, on conclut le quiz là-dessus. C'est désormais la fin de cette émission. Stanley, une fois de plus, merci d'avoir accepté cette invitation. C'était un plaisir de te recevoir à nos micros. Ton actualité en ce moment, bon, tu travailles sur des projets au long cours, on l'a bien compris, mais est-ce que tu as des actualités sur un temps un peu plus court que tu voudrais partager avec nos auditeurs? Figurez-vous que le temps plus court, c'est pas quelque chose qui me caractérise beaucoup. Typiquement, j'ai quitté les réseaux sociaux notamment pour cette raison. Donc non, moi, je vais vraiment m'inscrire sur un temps long. Là, typiquement, l'une des questions que je me pose pour ma prochaine exposition, qui sera probablement sur l'Antarctique, est comment partager toute cette émotion, sachant que la rencontre qui m'aura le plus ému en Antarctique, et je pense qu'on sera d'accord pour dire que le but d'un photographe est de partager son émotion, et c'est une rencontre avec un iceberg que je n'ai pas vu, qui s'est montré invisible devant moi alors qu'il mesurait à l'époque 135 km de long, ce qui veut dire en gros qu'il est aussi long que la Corse, et que imaginez que vous êtes à moins d'1 kilomètre de distance de lui, qui fait peut-être 30 à 40 mètres de haut, et en fait vous allez le longer pendant plusieurs heures avec le navire, et vous n'allez pas le voir parce que il va jusqu'à créer son propre microclimat. Et alors j'ai pris une photo où on ressent le froid, mais on ne le voit pas. Alors c'est compliqué à expliquer comme ça, surtout en radio, mais en fait moi ça m'amène une énorme question en tant que photographe, qui est comment partager une émotion de quelque chose que l'on n'a pas vu. On m'a appris pendant toute ma vie à photographier ce que l'on voit. Et là, j'ai envie de pouvoir conférer de l'émotion sur l'invisible. Donc, c'est une question que je me pose en ce moment, et heureusement que j'ai un temps long pour y répondre. Merci beaucoup, Stanley. Voilà qui clôture la première partie de la saison 10 du podcast Faut pas pousser les ISO. On va faire une petite pause pour recharger les batteries. On vous retrouve dès le 29 avril prochain avec une émission spéciale consacrée au tout nouveau Lumix S1R Mark II, qui sera suivie par une émission consacrée aux optiques à ultra grande ouverture. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Panajou, la maison de la photographie. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous le 29 avril pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.